Si vous vous demandez pourquoi aujourd'hui, moi puis Max, on porte des lunettes soleil, c'est qu'on a récemment acheté une formation en ligne et dans les conseils qui disaient pour augmenter la popularité de nos podcasts, il faut porter des lunettes soleil. Je pense que c'est une compagnie qui s'appelle Alpha Mall Global Gang de Macaques. Lubide Podcast. Lubrifiant podcast? Je sais pas, ça va loin, là. Reviens. Ouais, en tout cas, je suis vraiment curieux de voir que cette semaine, si on a notre plus gros épisode de la saison, c'est 100% à cause de nos lunettes soleil. Faut les garder combien de temps? Faut-tu les garder plus longtemps que le sac de papier la semaine passée? C'est-tu le même, le même timeline où on peut les enlever? Qu'est-ce qu'ils disent dans la formation en ligne? Pour de vrai, j'ai décroché après. À un moment donné, le gars dans la formation, il s'est mis à parler que il voulait pas laisser son enfant croire au Père Noël parce qu'il voulait s'assurer que son fils ait de la gratitude envers lui pour les cadeaux de Noël. Puis il disait que si il laissait son fils croire au Père Noël, puis le jour que son fils allait apprendre que le Père Noël n'allait pas exister, il avait peur que son fils pense que c'est un menteur. Moi, c'est le segment sur le satanisme, mais on arrête là, OK? Ouais. On arrête là, OK? On revient sérieux. Ben, sérieux, on regarde ça, cette intro-là, là? Ouais, ouais. Ben, sérieux, on peut en parler rapidement. OK, rapide. Ouais, t'as écouté le documentaire Mal Alpha? Ouais. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Moi aussi. Puis j'ai trouvé c'est Simon Coutu qui est... c'est l'autre secondaire avec. Ouais. Il t'aime-tu? Oui, on s'est rendu. Vous avez une bonne relation? Ouais, on va prendre des cafés peut-être une fois par année. Très bien, une petite place là. Ben, lui, en plus, je me souviens quand j'étais à VTélé, une chose que je voulais faire, puis ça, c'était avant que le scandale de Équipe Canada sorte. Moi, je l'avais contacté parce que je voulais faire un documentaire sur la culture du viol au hockey. Puis c'était un de mes projets que moi, quand j'étais avant en 2015, j'avais dit, si on veut faire ça, on va faire ça. Il y a de l'investigation à faire parce que je me souviens quand j'avais fait mes recherches, à partir des années 93 jusqu'à, on va dire, les 2 dernières années. Les années 93, c'est 1993, puis... Maintenant, là. OK. Non, mais comme... Merci, Arnaud. c'est qu'il y avait eu, pendant, on va dire, plus de comme 25 ans, il n'y avait eu aucun cas rapporté en cours d'agression sexuelle dans le monde du hockey. Fait que c'est comme si pendant genre 25 ans, c'était jamais arrivé que des joueurs de hockey aient des mauvais comportements envers des femmes. Puis je trouvais ça un petit peu bizarre. Puis jamais en public, jamais dans les médias traditionnels, nulle part, parce que tout ça était caché. Là, on le sait, bien entendu, avec le temps. Oui, parce que je pense que même en date d'aujourd'hui, la passe qui va arriver avec Hockey Canada, il n'y a aucun joueur de hockey de la Ligue nationale de hockey qui a été reconnu coupable. C'est des gars de junior, c'est peut-être des anciens. Faudrait fouiller, mais je veux revenir au documentaire. Moi, j'ai trouvé ça bon. J'ai trouvé que c'était un bel équilibre parce que s'il avait été trop dans le jugement, il aurait perdu plein de monde. Ouais. S'il n'avait pas jugé du tout, ben, il aurait perdu plein de monde aussi. C'est bon. Fait que j'ai trouvé que c'était un bel équilibre. Moi, je veux juste faire une petite parenthèse surtout, tu sais. C'est pas tout ce que ces gars-là disent qui est mauvais, mais il y a certaines choses que ces gars-là disent qui sont un peu beaucoup illogiques, insensées. Au final, moi, je le vois que je trouve que moi, c'est toute de la merde parce que ce qu'ils disent qui est bon, c'est juste une technique de manipulation. Tu sais, dans le sens que c'est normal que quand tu dis à quelqu'un « va t'entraîner », ben oui, là, c'est intelligent de dire ça. Vois tes affaires. Vois tes affaires, ben oui, mais c'est juste que tu sais que ça vient d'une place qui est diabolique. C'est un peu comme c'est comme un vendeur de drogue qui dit « Ah ouais, je suis smart avec mes clients, je leur donne de la coke au début. Je suis un gars généreux. » Mais non, la raison que tu donnes de la coke, c'est pour qu'éventuellement ils soient addicts puis qu'ils deviennent des clients. Fait que tu peux pas dire que t'es un gars généreux. Mais tu sais, je pense que c'est la même chose avec Non, t'as raison, mais tu sais, j'ai regardé avec ma blonde, puis souvent, j'étais là, hey, ça, tu sais, moi, ma blonde, quand j'ai eu 2 enfants, 11 mois d'écart, ma blonde, je pense qu'elle a perdu 30 livres en 1 an, là, je veux dire, c'était rough, là. Pour vrai, on l'a eu rough, ma fille était malade au début, puis tu sais, je l'avais offert, ma blonde, tu veux-tu que je sois, j'ai pas dit ces mots-là, mais veux-tu que je sois le pourvoyeur, puis tu sais, tu vas rester à la maison, puis tu sais, c'était un offre, ma blonde a dit non, ça m'intéresse pas, parfait, on a fermé tu sais, je pense que l'ouverture dans tout, de pas imposer quelque chose. Moi, c'est plus dans je t'impose qu'il faut que tu sois comme ça. J'aime pas ça qu'on soit d'un bord ou de l'autre, tu sais, comme soyons ouverts puis tout. Mais ça m'amène tellement à quelque chose de délicat. Il y a comme un vibe anti-gars. Puis anti-femme, alors qu'on devrait être unis. On devrait tout être unis. Tu sais, ton couple,
c'est une équipe. C'est un team, là. On est un team, là. Fait que moi, je comprends pas pourquoi on est en train de vivre de plus en plus de divisions. Puis de l'autre côté, c'est pas... on dirait que quand il y a des morons qui disent « Ah, les femmes, ils savent pas comment gérer leur argent, ils savent pas comment faire du leadership. » Ça fait pas des bons leaders. Ouais, c'est fucking stupide. Mais de l'autre côté aussi, on dirait que le discours, c'est les hommes blancs, là, hétérosexuels, là, toi puis moi, là, on est des bonnes Non, mais personnes. tu l'as vu, je vais en parler doucement, parce que tu m'as dit, si tu parles de ça, calme-toi, je vais en parler doucement. Il y a une vidéo virale d'une fille qui est connue dans les médias, qui dit que quand elle croise une fille, elle a le goût d'y parler, elle est heureuse. Quand elle croise un homme homosexuel, elle est heureuse, elle a le goût d'aller parler. Quand elle croise une fille lesbienne, elle est heureuse, elle a le goût d'y parler. Mais quand elle croise un homme blanc, hétérosexuel, non, je recule. Mais non, man! Là, je suis pas assez calme, hein? Dans ce cas, continue, ouais. Mais non, mais, tu sais, je veux dire, je fais des efforts pour être une bonne personne, toi aussi. Mon gars s'enligne pour être hétérosexuel, je sais pas comment ça va finir, mais comment ça, il part avec 2 prises dans la vie? Ouais, non, tu peux pas être content de croiser mon gars, mais que si tu croises ma fille, là, t'es vraiment content. Mais non, c'est 2 personnes qui ont été élevées selon les mêmes schèmes de valeurs. Fait que, tu sais, c'est dangereux, ce côté-là aussi. Puis, tu sais, sérieusement, asti que je vais me faire mal avec ça, mais, tu sais, si mettons vous me croisez dans le bois parce que j'ai monté une montagne avec mon gars, je suis moins dangereux qu'un ours. C'est juste ça que je voulais dire. C'est trop ça, non? C'est correct? C'est parfait. OK. Mais hey, parlant de bonnes personnes, on va parler du Canadien de Montréal. Ouais. Parce que je me suis souvenu d'une histoire, puis ça m'avait tellement frappé, parce que en fin de semaine, je suis allé à la Taverne Atlantique, qui est un de mes bars préférés. Puis il y a une couple d'années dans le temps que j'étais pas dans le monde des médias, on va dire en 2021. J'étais passé devant, puis il y avait un gros line-up. Puis qui était dans le line-up? Jeff Molson. Mais non. Puis ouais? Ça m'avait frappé. Puis Jeff Molson, je l'ai croisé souvent dans différents événements. Tu sais, on va dire Jeff Molson, il adore aller au Westel, qui est un nouveau restaurant dans le sud-ouest. Ou même quand j'ai croisé Jeff Molson au Festival L'Assaut l'été dernier. Jeff Molson, c'est un gars ultra riche, mais tellement low-key. Le terme là, en anglais, c'est entitled. Jeff Molson, c'est pas un gars de même. Pense à la quantité de gens qui sont vraiment, vraiment riches, que eux, là, s'ils arrivaient là, devant un restaurant, là, puis il y avait une file, là, ils feraient pas le line-up. Ils feraient pas le line-up, là, ils s'arrangeraient, comme whatever, ils débarqueraient. Puis Jeff Molson, il était juste dans le line-up, bien normal, puis tu sais, oui, Jeff Molson, il reçoit une part de critique, mais je vais faire une comparaison un peu avec les Simpsons. Ou avec l'autre Dubois. Continue. non, mais exemple, dans les Simpsons, M. Burns, il est un peu le riche de la ville diabolique qui est en calice. Puis, tu sais, Jeff Molson, puis le groupe CH, oui, c'est le Canadien de Montréal, mais c'est aussi eux qui organisent beaucoup, beaucoup d'événements qui font rayonner la ville. Tu sais, le groupe CH, c'est les festivals L'Assaut, Il Sonic, Oshiaga, Festival de jazz, les Franco. Puis, des fois, on oublie que Jeff Molson, tout son empire, c'est pas un gars evil. C'est juste de par son comportement qu'il y a dans la vie de tous les jours. Puis je trouve qu'on est chanceux d'avoir quelqu'un comme ça dans notre ville parce qu'il pourrait être quelqu'un d'un peu de evil qui voudrait juste faire plus d'argent. Oui, le monde va chialer. La bière, elle coûte cher au Centre Bell. Ben oui, mais la bière, elle coûte cher dans toutes les arènes. Non, mais tu l'as dit. Attends, pause. Tu l'as dit. C'est pas parce que quelqu'un, on l'a dit en intro, là, c'est pas parce que quelqu'un fait de quoi de bien qui est 100% bien, puis c'est pas parce que quelqu'un fait de quoi qu'on aime moins qui est 100% méchant. Jeff Molson a beaucoup de bonnes qualités et caractéristiques, mais sa bière est trop chère pareil. Mais moi, personnellement, je trouve pas que la bière au Centre Bell est chère. Pour vrai? Oui, parce que... Ah, come on, là. Non, oui. Ah, ouais. Non, mais c'est la même affaire. On va faire une comparaison. C'est comme quelqu'un qui chiale que la bière est chère aux danseuses. T'es dans un bar de danseuses, il y a des filles qui se mettent tout nues sur un stage. J'espère que tu vas payer cher la bière. Fait que quand tu vas au Centre Bell, c'est la même affaire. Tu t'en vas voir un spectacle. Ton cover aux danseuses, il était 5$. Ton cover au Centre Bell, il est 400$. Oui, mais moi je suis pas d'accord là-dessus parce que c'est en fonction de l'environnement. C'est la même affaire que tu peux t'acheter un t-shirt blanc, à 8$ de marque George au Walmart, puis tu peux t'acheter un t-shirt blanc avec aucun logo pour 2000$, un Gucci ou whatever. Fait que moi je pense que comme la bière au Centre Bell, ça dépend où est-ce que t'es. Ah, mais c'est un monopole. Quand tu as un monopole, tu ne dois pas exagérer ton monopole. C'est comme notre hydroélectricité, que j'ai beaucoup de panne. Salutations à mes chums chez Hydro. Il pourrait monter le prix, mais à un moment donné, c'est pas parce que c'est un monopole qu'il faut que tu montes le prix. Mais peu importe, on s'est égaré. Mais... Tout ça pour moi, mon point, c'est tout ça pour dire qu'on est chanceux. Mais ma petite parenthèse de musique, c'est qu'une affaire qui me fait capoter. J'habite à côté du Théâtre Corona. Puis l'année dernière, il y a eu le théâtre La Tulipe qui est en train de fermer à cause qu'il y a eu je pense qu'il y a eu des nouveaux condos, puis les gens ils font des plaintes. Je pense qu'il y a eu une plainte retenue à côté d'une salle de spectacle. Fait que Chris, tu t'attends à quoi? T'as acheté à côté d'une salle de spectacle. Fait que moi, je te juste dire qu'à côté du Théâtre Corona, là, il va y avoir des nouveaux condos.
Fait que je vais juste dire aux gens, quand t'achètes un condo à côté d'une salle de spectacle, allume, là. Dans un an, va pas faire des plaintes pour dire que la musique est trop forte. T'as acheté à côté d'un condo. Puis c'est ça que je parlais avec un directeur technique qui s'occupe des salles de spectacle, des événements. Fait que là, c'est comme au centre-ville, festival de jazz, francophonie, ils ont construit plein de tours à condos. À l'entour du quartier des spectacles. Ben oui. Fait que là, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des plaintes de bruit. Ça s'appelle le quartier des spectacles. Chris, tu t'attendais à quoi? Du yoga zen dehors? Ah ouais. Fait que c'est comme frustrant. Je me mets dans la position du groupe CH. C'est crime. On essaie d'organiser des événements. On essaie de faire des affaires cool. Puis après ça, il y a des tours à condo qui sont construits. Puis on se fait shut down. Moi, ça me fait capoter. Mais ils ont fait du cash à tour à condo. OK. Attends. Là, oui. T'as donné du love? Je vais donner du love. Oh. Juste donner du love à tout mon team chez Dans les coulisses parce que des fois, pendant qu'on fait le podcast, des fois, je m'emporte, là, puis je pense à Stanley 25, puis les gars, des fois, chez DLC, doivent penser que je pense plus à Dans les coulisses, mais vous faites encore de l'excellent travail, vous êtes vraiment bons, puis je vous ai pas appelé un par un pour vous le dire, mais vous écoutez le podcast en ce moment, fait que juste un gros love à tout mon team chez Dans les coulisses, parce qu'ils gardent le fort, puis ils sont solides, on est encore numéro 1 dans les médias sportifs après RDS, donc très pertinent de donner du love. Fait que tu bats encore TVA Sport facilement? Facilement, non, mais non? Oui. Ouais. Nice. Selon les sites. Puis, tu sais, là, on parle du podcast vite. Là, je pense qu'on est... nous, on tape lundi matin. Là, fait que, tu sais, s'il y a un peu de cerne, c'est que des fois, j'ai le temps de me réveiller dans la journée parce que tu t'en vas à Vancouver regarder un show de Zach Bryan, Magic Canucks, etc. Mais moi, je veux juste dire, on va plus lancer les podcasts le jeudi. On va souvent les lancer le mercredi. Puis cette semaine, ça se peut même qu'on le lance mardi. Fait que, juste dire, c'est plus le jeudi, ça risque d'être tout le temps le mercredi. Puis des fois, il y a des petits cadeaux le mardi. Ah, puis pendant qu'on fait des petites parenthèses sur nos derniers épisodes puis sur le processus de notre podcast, une affaire que j'ai tellement aimé de notre communauté maintenant, la semaine passée, là, j'ai parlé de C-Love, le goaler des Canucks, puis je me suis un peu planté parce que dans le fond, quand il se fait réenvoyer dans AHL, il passe pas au balotage. Puis j'ai juste trouvé ça le fun au lieu d'avoir des commentaires « Hostie de Moreau, tu connais rien au hockey! » Il y a eu comme plein de personnes qui m'ont écrit en privé pour me dire « Hey, by the way, C-Love, il passe pas par le balotage, son contrat, machin truc. » Fait que j'aime vraiment le feedback puis la dynamique. Mais l'autre chose aussi que j'ai aimé, c'est de voir à quel point, en tout cas surtout notre auditoire, mais même, je pense que les gens en général au Québec, à quel point ils sont connaisseurs de hockey. Les gens connaissent leur shit. Puis c'est vraiment impressionnant, puis c'est cool. Puis même, là, tu sais, la semaine passée, autant qu'on parle de hockey, autant mon take sur dire que Kent Hughes, tu sais, je suis un peu insatisfait de son travail, ou quand on parle comment on analyse les transactions, j'aime ça voir des discussions que c'est pas d'accord, mais ça reste civilisé. T'as raison. C'est pas de même partout, on est content, puis on est choyé d'avoir ça. Canadien, oui, faut parler du Canadien. Faut parler du Canadien, on n'a pas le choix. Écoute, on a regagné. Là, à l'heure de taper, c'est 2 victoires sur 3 matchs. On a battu l'autre pire équipe dans l'Est. Ouais. C'est que, tu sais, écoute, on est bon. Ben, le match, ben bon, oui, OK. Qu'est-ce que tu as trouvé de bon en fin de semaine du Canadien? Plus d'affaires que j'ai trouvé moyen. Ah. Je suis inquiet pour Kirby Dach. Ça fait comme 2 semaines que je le mets dans ma liste de sujets. Puis je me dis, hey, je vais en parler. Tu sais, man, je comprends qu'il revienne d'une grosse blessure, mais il y a des actions qui me font craindre. Ça se voit tout de suite. Quand tu coaches, tu vois un athlète qui est mentalement... Je dirais pas qu'il a peur de se blesser, mais qu'il y a un frein. Puis ce frein-là, Simone Biles en parlait. À un moment donné que ton cerveau, il bug sur quelque chose, il buck, c'est dangereux de continuer de faire du sport. J'ai l'impression que le cerveau, tu sais, elle était dans les airs, elle disait, elle est allée aux Olympiques, puis elle avait peur de sauter. Il y avait un blocage. Elle avait peur de faire des trucs parce qu'elle avait peur de se blesser. Fait qu'à partir de ce moment-là, elle pouvait plus faire de gym. C'est cassé. J'ai l'impression que Kirby Dach a peur d'aller dans le trafic. Il rentre à bleu, dompe le puck. Il va pas trop devant le net. Il rentre en 1v1. Quelqu'un s'en vient pour le frapper. Il se débarrasse du puck. Il s'en va à côté. Il va sur le bord de la bande. Au lieu d'encaisser la mise en échec, il se tasse. C'est des comportements qui me font croire qu'il y a comme un blocage. Puis je fais pas de la psycho à Saint-Saëns, mais j'ai peur pour Kirby Dach. Il faut qu'il mange une grosse mise en échec puis qu'il se relève, qu'il aille au net, qu'il marque un but pour défaire ce blocage-là. Parce que pour l'instant, je le trouve pas courageux. Je comprends qu'il a été blessé, mais il y a quelque chose qui me fait vraiment peur. Ouais, là, je veux pas te mettre sur le hot seat, mais il y a quel âge Kirby Dach en ce moment? Jeune vingtaine. 22, 23, écoute... Ouais, probablement, OK. Mais, tout ça pour dire que moi, je me dis, est-ce que Kirby Dach, on a vu le meilleur de lui ou il faut encore être patient? Parce que le gros mot que moi, j'ai compris de tous les gens
sur Twitter puis sur les réseaux sociaux, puis on l'a vu, il y a eu des takes, c'est une reconstruction, ça prend de 8 à 11 ans. Puis on dit, le gars, il est jeune, faut lui donner du temps. Faut lui donner... 8 à 11 ans, man. 11. Hey, on va être dans 5... 23, OK, c'est bon pour Dak. Merci, Arnaud Pepperall. Mais 11 ans, c'est long, là. C'est long, là. On va être dans cinquantaine. Ouais. On va être dans... me semble que c'est long, là. Puis à un moment donné, je me dis, OK, mais là, 8 ans pour se développer. Moi, exemple, si je reviens un peu encore à lui, moi, le délai pour un joueur qui se développe, c'est 5 ans. Du moment que tu es repêché, après 5 ans dans la Ligue nationale de hockey... 8 à 23, fait qu'il te reste un an pour statuer sur Dak. Ouais, moi, je pense que... Ouais. T'es-tu inquiet? T'es-tu inquiet, Dak, quand tu regardes les matchs? Tu le vois-tu? Vois-tu Dak quand tu regardes les matchs? Non, mais des fois, il est capable de faire des bonnes feintes, mais je pense qu'on a vu le meilleur, là, on verra pas... Mais arrête, il y a 1 an et quelques mois, on disait que c'était un premier centre, peut-être qu'il allait challenger puis dépasser Suzuki. Pour de vrai, je te sortirais les takes, là. Non, mais là, c'était pas ça. Comme, 3-4 personnes, 3 Non, je te jure, il y avait un gros débat, puis c'était au moins 50% des gens qui croyaient que Kirby Dak avait de quoi pour challenger Suzuki comme premier centre. Parce qu'il était grand, il était gros. Mais en même temps, dans le junior, il n'a jamais produit 160 points. Dak a l'avantage d'être grand et gros. Fait que quand tu arrives sur la glace, il faut que tu l'utilises, ce gabarit-là. Mais, OK, Dak, j'étais inquiet. Autre chose. Hard coaching de Martin Saint-Louis avec Slav. Ouais, t'as aimé ça? J'ai aimé le hard coaching de Martin Saint-Louis. Je suis d'accord que Slav méritait un peu de rester au bout du banc. C'est pas vrai, il y a un but puis il y a des passes secondaires. Il est pas à son top cette année. Mais je comprends pas pourquoi il n'y en a pas eu avec Armia avant. Je comprends pas pourquoi il n'y en a pas eu avec Dvorak. Je comprends pas pourquoi il n'y en a pas eu avec Anderson pendant qu'il y avait des mauvais matchs. Je comprends pas pourquoi d'autres gars se font pas hard coacher. Et j'espère que Martin Saint-Louis tombe pas dans le « Je vais hard coacher un jeune, c'est plus facile, mais un vétéran, je veux pas perdre mon vestiaire. » J'espère juste qu'il tombera pas là. Le hard coaching, c'est avec Dvorak qu'il faut le faire ou qu'il fallait le faire il y a 2-3 semaines. Juste, je suis d'accord, Slav, je suis d'accord, mais... Mais à un moment donné, là, je me dis, faire du hard coaching avec des gars comme Dvorak ou Anderson, il y a aussi la réalité de dire, est-ce que les gars, ils produisent en bas des attentes ou ils produisent... T'sais, on le sait, là, comme Anderson, il ne marquera plus jamais de but dans la Ligue nationale de hockey. Non, mais c'est... Jamais. Non, mais c'est ça la réalité. Il est plus capable de la mettre dedans. Fait que de l'autre côté, tu vas-tu le bencher? Tu le sais qu'il faut... Mais je suis d'accord qu'Anderson patine. Dvorak, c'était pour vrai... Là, il est pas payé depuis une semaine et demie. Mais pour vrai, le début de saison de Dvorak, c'était catastrophique. Dvorak, c'était catastrophique. Ouais, tu vois, je me suis peut-être trop attardé à bitcher sur Slav. Oh, mais OK, on est d'accord sur Slav, mais les autres, c'est important. Mais je vais être positif. Parce qu'il faut être positif. Oui. Et patient. Et patient. Patrick Laine est à l'entraînement. Ouh. OK, mais là, wow, vas-y, va te laisser finir. Parce que Patrick Laine, Chris, je rappelle à tout le monde, puis je reprends quasiment les mêmes propos que Mathias Brunet. Je trouvais que c'est lui qui avait la meilleure analyse quand il y a eu la transaction. Gardez en tête, Columbus nous l'a donné. Fait que c'est comme quelqu'un qui donne quelque chose. Souvent, c'est comme je te dis, hey Max, tiens, je te donne mes lunettes de soleil. Ces lunettes de soleil-là, c'est pas des bonnes lunettes de soleil. Elles sont pas belles. T'as plus de chances de te brûler les yeux que de te faire, que de te protéger du soleil. Fait que Patrick Laine, faut pas dire, oh my God, Patrick Laine revient au jeu, ça va être malade. C'est pas ça, là. C'est pas Austin Matthews qui était... Non, mais il va marquer des buts. Tu sais, s'il revient fin novembre, début décembre, c'est sûr, ça va être plus tough, mais il va marquer des buts en janvier, en février, en mars. Ça va quand même être plus le fun à Los Angeles. Tu vas avoir un meilleur spectacle. Il traînera pas le Canadien sur ses épaules, mais ça va être quand même le fun. Ça va être un peu magique. Moi, je pars avec Patrick Laine. 0 attente. Comme ça, c'est la meilleure façon d'être surpris. Mais il faut juste pas penser que Laine va revenir puis il va pas faire un but par match. Non, parce que t'entends pas ça, mais ça va quand même. Je veux dire, il va en mettre dedans plus souvent qu'Anderson, ça va quand même le fun. Patrick Laine me fait un peu penser à un joueur que je vais aller voir la semaine prochaine, mais en fait, cette semaine, c'est Elias Pettersson. Elias Pettersson, c'est un joueur de séquence. Il n'a pas eu un bon début de saison. Là, je pense qu'il y a une coupe de goals récemment. Fait qu'il est en train de reprendre du poil de la bête. Fait que Patrick Laine, OK, là, ça se peut qu'à un moment donné, c'est son premier match, il va rien faire. Ça va prendre 3-4 games. Là, ça se peut qu'il y ait sur une séquence de OK, il a fait 6 buts à ses 5 derniers matchs. Mais après ça se peut qu'il n'en score pas pendant 12 matchs de suite. Mais c'est correct, c'est Patrick Laine puis c'est pas le cœur de l'équipe. Ça va être divertissant quand tu vas aller au Centre Bell. 100%. Sais-tu qu'est-ce qui va faire du bien aussi? C'est qu'en ce moment, c'est qui les meilleurs joueurs du Canadien? Okay? Nick Suzuki. Cole Caulfield. Okay, non, mais en ce moment, là, au moment précis, Suzuki? Ben oui, Suzuki, Caulfield, c'est nos 2 meilleurs joueurs. Ah non, t'en oublies un. T'en oublies 2, en fait. Arbor Xhekaj? Non, ben non, il est bon, là, mais il est pas top 3, là, top 4. Lane Hudson?
Ah oui, OK? oui. Hey, il peut-tu la coller ici? Ah, il n'y a pas un but encore au moment de taper ce podcast-là. Il doit capoter. Puis pour vrai, Brendan Gallagher, tu parles d'attente, tu repasses les attentes. C'est les 4 plus petits gars du Canadien. Les petits joueurs sont nos meilleurs joueurs, fait que j'ai besoin que les gros bonhommes démontent un peu de muscle. Puis Laine, c'est un gros bonhomme. Je dis pas qu'il va ramasser tout le monde, mais ça va faire du bien quand même d'avoir des gros bonhommes qui peuvent avoir du succès, parce que pour l'instant, seuls les petits guerriers ont du succès. Ouais. C'est incroyable ce que Brendan Gallagher fait, parce qu'il y a 2 ans, on disait souvent « Ah, il est fini, il n'y a plus de gaz dans le tank, il est brûlé. » Puis cette année, il est back. Puis au final, des fois, les gens disaient « Ah, son contrat, trop gros contrat. » Les gens étaient fâchés sur l'argent qui était payé. Brendan Gallagher mérite amplement son salaire pour tout ce qu'il a donné à l'organisation du Canadien. C'est un nest de joueur de hockey, Brendan Gallagher. Même que chez nous, en plus, j'ai pensé à ça cette semaine, j'ai un jersey du Canadien où est-ce que j'ai pas de nom puis j'ai pas de numéro, puis je me dis, dans ma collection de jersey du Canadien de Montréal, il me faut un Brendan Gallagher. Et recherche ton Gallagher, je le trouve bon, mais là, 6,5 par année, gagne 9 cette année. Je pense pas qu'il nous en donne pour 9 millions de dollars réels, mais je te laisse aimer. Il gagne 9? Ah, il gagne 9. Mais son cap hit, il est 6,5. 6,5, exact. Puis là, ça va commencer à descendre dans les années qui s'en viennent. T'avais pas une anecdote sur Martin Ouais, Saint-Louis? je m'en allais là, Ok, mais vas-y. une fraction de seconde avant, t'as vu McDavid, il était au Palma la veille du match contre le Canadien? Ah ouais? Ouais, Non, j'ai fait même pas qu'ils vu. Ils vont tous. Toutes les équipes qui sont venues à Montréal sont allées au Palma pour vrai cette année, je pense, ou presque. Grosse Sauf stratégie. les Blue Jackets, parce qu'ils ont joué la veille, ils ont volé de nuit, ils n'ont pas eu le temps d'aller au Palma, puis le Canadien les a pétés. Fait que quand l'équipe va au Palma, attention, puis quand l'équipe va pas au Palma, on est correct. C'est comme inversé sur ta théorie de 2016, sur 25 cette année. Sortir avant un match, c'est rendu que ça aide. C'est bon. C'est bon. OK, petite anecdote. J'ai un de mes chums qui travaille dans le... Ben, c'est même pas une anecdote, c'est juste une info intéressante, puis j'ai hâte de t'entendre là-dessus. J'ai un de mes chums qui travaille en sonorisation. Je vais rester flou. Là. Il fait beaucoup de conférences privées. Puis il a pogné une fille qui était dans le team de Team Canada en 2014, quand c'était les Jeux... 2014, 2018? 2014, 2018? Les Jeux Olympiques? Turin? 2010, c'était Vancouver. 2014, c'était en... 14? OK, sinon, vous l'écrirez poliment dans les commentaires sur Ouais. YouTube, j'aime ça. Vous connaissez rien au sport, tabarnak, qu'est-ce que c'est pas ça quand les Jeux Olympiques? Je suis sûr que c'est 2014, mais peu importe, c'est pas ça, j'assumerai. Moi, je pense que c'est 2018. Sochi, c'est 2014. C'est Vancouver 2010, Sochi 2014, 2018. OK, hey, on fait une pause, puis on revient dans une seconde. On est de retour. Ouais. Fait que c'est 2014, mon année est bonne, mais c'est pas Turin, c'est Sochi. Ouais. 2 points de robot s'il y avait un jeu. Martin Saint-Louis avait été invité au camp pour faire équipe Canada, Puis c'est Steve Yzerman, le GM. qui était aussi son GM avec le Lightning. Il n'avait pas été sélectionné originalement, mais il a finalement fait le club parce qu'il y a un gars qui s'est blessé, right? Exactement. Il a connu des Jeux Olympiques. Je sais même pas s'il a fait un point. Je pense qu'il y a 0 point en 5 matchs, quelque chose de même. Il y a une fille qui était dans le staff, puis quand elle donne des conférences, elle demande aux gens qui posent des questions. Fait que dans la conférence où mon chum travaillait, quelqu'un qui a demandé pourquoi Martin Saint-Louis n'avait pas été pris cette année-là, en 2014, parce que la fille travaillait dans le staff. Puis elle a dit parce qu'il y avait un mauvais leadership, il est arrivé tête enflée. By the way, elle a joué sur les mots, là, fait que poursuivez-la pas, là. Mais elle a dit, mauvais leadership, dans la vie, il faut avoir du leadership positif. Dans la vie, il faut jamais rien prendre pour acquis. Dans la vie, il faut se montrer ouvert, il faut écouter les consignes qu'on se fait donner, etc. Donc, elle l'a pas détruit, mais elle a dit qu'il était arrivé avec la mauvaise attitude. Puis tout de suite après les Jeux, il avait demandé une transaction, puis Yzerman l'a échangé genre 2-3 semaines après aux Rangers. 2 choses. La première, est-ce que... dans le fond, une chose, les deux ensemble. Est-ce que quelqu'un qui a eu une mauvaise attitude dans cette situation-là, 10 ans après, quand il dirige le Canadien, est-ce qu'il a appris, puis il faut croire, il est passé par là, maintenant il est capable d'accompagner les jeunes puis les joueurs qui passent par ce genre de situation difficile-là, ou au contraire, c'est peut-être pas la bonne personne pour accompagner ça, parce que lui, quand il était dans ça, il a fait l'erreur. Tu comprends? Ouais. J'aimerais tellement ça, à un moment donné, parler avec Steve Yzerman et Martin Saint-Louis pour qu'on comprenne vraiment comment ça s'est passé. Parce que moi, je me souviens quand il y avait eu l'annonce de l'équipe Canada, il y avait Steve Yzerman qui était à la télévision, puis je me souviens de l'entrevue, puis c'était James Duthie qui avait demandé comment tu as abordé la situation avec Martin Saint-Louis. C'est ton joueur vedette. Puis tu le prends pas dans l'autre équipe Canada, puis Yzerman, il avait pas voulu répondre, mais il avait dit que ça avait été une conversation vraiment difficile. Fait que je suis vraiment curieux de savoir ça avait été c'était quoi les motifs. Il y a quelque chose qui est arrivé entre Yzerman et Saint-Louis, mais là, basé avec
la personne qui a raconté l'histoire. Puis elle a raconté ça publiquement. Elle a raconté ça dans une conférence, mais je pense, là, puis là, j'étais pas là, c'est mon chum qui me l'a raconté. Super fiable, mon ami. Il dit... Pas un ami de Georges Arac non plus. Là. Non plus. OK. Moi, j'étais un ami de Georges, par exemple. Fais attention contre mon boy. Tu sais, mettons, je te donne un exemple. Tu me poses une question sur Martin Saint-Louis, puis je peux pas commenter cette histoire-là précisément, mais mettons que tu te retrouves dans une situation comme ça et que tu as tel comportement, puis tu peux ne pas le nommer puis raconter l'histoire en déviant un peu. Tu comprends? Ouais, mais c'est quand même intéressant. Puis ça revient au leadership, ça revient à les joueurs de la NHL, les vedettes, on en a à Montréal, il y en a ailleurs. Les gars, c'est des bébites. Ils ont des attitudes, ils viennent tous avec un caractère. Ils ont toute c'est encore pire au soccer, c'est le basket, c'est la même chose. NFL, c'est la même chose. Il faut savoir dealer avec les gros égos. Fait que moi, mon point, je reviens. Est-ce que Martin Saint-Louis est meilleur pour dealer avec des gros égos parce qu'il y a eu un gros égo dans une situation comme ça? Ou au contraire, c'est pas la bonne personne parce que dans les mêmes situations, il commettait des erreurs de gros égos? C'est ça ma question. Je m'étais peut-être mal exprimé. Mais c'est vraiment intéressant parce que moi, j'ai une expression que j'adore. Puis c'est souvent, c'est « the cleaner they look, the dirtier they are ». C'est bon, ça. Et, exemple, avec Marc Bergevin. Au début, quand Marc Bergevin, pour moi, c'est la lune de miel. Ah oui. Moi, je le trouvais drôle, je le trouvais charismatique, il avait de l'air le fun. Je me souviens, il venait d'être échangé à Montréal, j'avais croisé dans la rue. Je me souviens, j'étais sur le coin de la rue, je le regarde, je dis « Hey, on t'a dit, je dis que tu ressemblais vraiment à Marc Bergevin. » Puis le gars, il part à sourire, je suis comme « Oh shit! T'es Marc Bergevin! » C'était avant de te traiter de coquerelle, hein? Ouais. Puis j'avais pris une selfie avec lui, puis ça avait été super cool. Puis, tu sais, au final, quand on regarde l'histoire de Marc Bergevin, au début, il avait l'air vraiment cool, sympathique, bon avec les médias. Puis on dirait qu'après son règne, quand on entend, on va dire, l'histoire de comment il a négocié le contrat de Philippe Danault, il s'arrangeait de stymer avec le mariage de Danault pour le squeezer, pour qu'il finalement qu'il accepte. Tu sais, sûrement comment ça s'est passé avec Markov. Tu sais, c'était une affaire d'égo, là. André Markov, il aurait dû signer un contrat de 1 ou 2 saisons avec le Canadien puis prendre sa retraite avec le Canadien. À la place, il est allé donner un contrat de merde à Karl Alzner. Fait qu'au final, qu'on réalise plus tard que dans le fond, Marc Bergevin, il avait l'air bien beau, puis finalement, il était un peu poche. Fait que où est-ce que moi j'ai peur pour moi? Parce que moi, j'ai un peu en lune de miel avec Martin Saint-Louis. Je l'aime. Je suis un méga fan de son histoire, sa détermination. Là, je me dis, est-ce qu'éventuellement, on va apprendre des histoires poches en lien avec son leadership, comme on l'a appris avec Mike Babcock? Parce que c'est qui donc qui a sorti un livre? C'est Nazem Kadri qui a sorti un livre. Je lis plus. Puis moi, je fais juste écouter des vidéos YouTube. Ouais, Nazem Kadri, il a sorti un livre qui raconte toute l'histoire de Babcock, comment il a traité Mitch Marner, puis la saga comme il était. Puis on s'entend-tu qu'exemple, en 2014, Mike Babcock, il était vénéré, c'est le meilleur coach de tous les temps. Mais c'est des époques, tu peux être bon dans une... Tu sais, si tu dis Scotty Bowman, on le ramasserait aujourd'hui, peut-être qu'est-ce qu'il faisait dans le temps, probablement. Tu sais, chaque époque a ses affaires. Tu sais, Martin Saint-Louis traite son époque. C'est très coaching milléniaux, Gen Z, whatever, appelle ça comment, tu sais, comme, je te laisse aller, j'ai des bonnes phrases, tu sais, c'est très de son époque. Mais peut-être qu'on va regarder ça dans 20 ans, puis ça n'aura pas de sens. Peut-être que ça va être un génie. Si Martin Saint-Louis coachait de même en 94 et il t'a fait pas un mois, tu sais, je pense qu'il faut... C'est des époques. Puis parlant d'époque, moi, je veux ton opinion. Je te pogne peut-être les culottes baissées, là. Mais tout est beau. Tout est correct, c'est bon. Il y a eu un article dans le Journal de Montréal sur le condo d'Alex Newhook. Ouais! Il s'est acheté un condo. T'as vu l'article? Ouais. OK. Il s'est acheté un condo. Puis là, ils ont donné le prix, ils ont donné le nombre de chambres, un peu comme je fais sur Dans les coulisses, tu faisais sur 25 Stanley. Et ils ont été dire, c'était quoi le nom du building? Puis le building a une adresse. Fait que finalement, je sais pas, moi je te dis, il a acheté un condo au Chabanel. Au Chabanel, ça s'appelle de même? Non, mais tu fouilles puis tu trouves l'adresse. Tu sais, ils ont quand même dit où Alex Newhook restait. Ouais, de l'autre côté, je sais pas sur quelle position danser à ce niveau-là, parce que de un, je peux pas les critiquer parce que sinon je serais le plus gros hypocrite. C'était notre pain puis notre beurre, puis je me souviens plus un été là, je pense que toi et deux on avait mangé de la marge. Je pense que moi j'avais sorti la maison d'Andrew Shaw, puis toi t'avais sorti Weber ou l'inverse. Tu m'avais, je te le dis, je m'en souviens comme c'était hier, tu l'avais sorti Shaw, j'étais en tabarnak. J'étais vraiment jaloux, puis j'avais travaillé des heures, puis j'avais tombé sur Weber. Mais c'est ça, puis moi je sais que j'avais reçu un appel d'agent d'immeuble, puis qui était pas content, mais de l'autre côté, c'est que ça performe tellement. De l'autre côté, quand si on retourne en arrière, là, dans le bottin téléphonique, dans le temps, là,
T'avais le nom des personnes, leur numéro de téléphone puis leur adresse. Ouais, mais ils la mettaient pas, ou c'était un choix d'eux autres de le mettre. Tu peux le mettre privé. Ouais. Mais je me souviens, moi, Enrico Ciccone m'avait tué en ondes le matin avec Michel Langevin, puis c'était le début d'une guerre. Là. On s'est pas aimé, moi, puis Enrico. Puis encore là, je pense qu'il m'aime pas. Moi, j'en ai rien à foutre. Mais c'était parce que j'avais donné l'adresse de la maison chez Weber. Je m'en souviens. Je l'avais dit, ou j'avais dit quel quartier, puis c'est ça qu'il avait pas aimé. J'avais dit, OK, c'est bon. Fait que moi, je donnais l'adresse quand les maisons sont vendues. Mais je les donnais plus quand les maisons sont achetées. Tu sais, on s'en fout où ce qui restait Weber. C'est quand il y a un achat, je la donnais plus. Puis là, j'ouvre le journal, puis je vois qu'il la donne. Fait que c'est là que je trouvais ça bizarre. Mais c'est correct, vous pouvez la donner. J'ai rien contre le Journal de Montréal. C'est juste que je trouve ça quand même drôle de... Les blogs, ou en tout cas les sites non traditionnels, se permettent plus de faire ça. Mais un média traditionnel, lui, le fait. Fait que c'est juste drôle que les rôles sont inversés. Ouais, j'ai aucune idée comment me positionner là-dessus. Tu sais, des fois, Positionne-toi pas. Ouais, c'est ça, j'ai pas de position. Mais parlant de vie privée, puis encore une fois, j'essaie de naviguer, puis pendant vraiment longtemps, j'étais un petit peu, pas contre la vie privée des joueurs, mais disons que j'étais un peu invasif. Là, j'essaie de me questionner sur qu'est-ce qui est le respect de leur vie privée, qu'est-ce qui l'est pas. Tu te questionnes aussi sur c'est quoi le respect de la vie privée des animateurs de 5 à 7, pas à RDS. Fin de la parenthèse, continue. Ah ouais, je la comprends pas, la parenthèse. Faut la comprendre, mais que t'écoutes sur YouTube. OK, parfait. Non, mais je veux pas que t'embarques, c'est juste pour ça. OK, parfait. Excuse-moi, je questionne sur la vie privée des athlètes. Ouais. De l'autre côté, parce que ils demandent d'avoir leur vie privée, mais de l'autre bord, ils créent vraiment beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux que tu es des fois quasiment capable de le deviner. T'sais, je vais prendre un exemple, puis je vais mettre le nom du joueur dans le Patreon, dans l'après-show. C'est comme l'été dernier, quelqu'un m'envoie une photo qui est à l'aéroport, puis il disait, j'étais à l'aéroport, tel joueur du Canadien, il était avec moi, il est en train d'attendre ses bagages, il est là avec sa blonde, il s'en va voir le Grand Prix. Le Grand Prix, ouais, c'est le week-end. Fait que le gars, il fait juste m'envoyer une photo, puis moi, je le tweet sur mon compte Twitter de 2000 personnes. Puis là, je juste dis, hey, by the way, tel joueur du Canadien, il est back en ville pour le week-end du Grand Prix. Une couple d'heures plus tard, je reçois un DM du joueur. Il dit, hey, pour le respect de ma vie privée, je veux pas que les gens sachent que je suis à Montréal, delete la photo. Je suis comme, ben ok, tu sais, pas de trouble, aucun problème. 2 heures plus tard, il est partout sur Internet, lui puis sa blonde, selfie au Grand Prix de Montréal, selfie à tel restaurant, entrevue à TVA Sport pour comme quoi à quel point il adore le Grand Prix. là, j'essaie de me dire, écoute, là il y a quelque chose. Je comprends lui son point que c'est de vouloir contrôler le message. C'est exactement, contrôler sa vie privée à lui. C'est lui qui veut décider quand sa vie privée devient publique et quel aspect de sa vie privée devient public. Mais t'es à l'aéroport, t'es dans un lieu public, fait que c'est public. Ouais, puis au final, moi, je crois qu'un des très bons livres, puis un auteur que j'aime beaucoup, c'est Mark Manson. Si vous cherchez un livre là, de Subtle Art of Not Giving a Fuck, c'est vraiment un bon livre. Puis, tu sais, il parle que dans n'importe quoi que tu vas faire, dans n'importe quelle industrie, tu auras toujours un sandwich de merde à manger. Tout ce que tu fais, il y a tout le temps quelque chose... Non, mais il y a tout le temps quelque chose de positif. Tu sais, moi, maintenant, exemple, je peux plus chialer, parce que je l'ai compris, je peux pas chialer que j'aille des haters, puis du monde, ils nous diss sur Twitter ou qui me disent sur YouTube. Ça fait partie de la game. Parce que c'est ça, le shit sandwich. Ouais. Ça, c'est la business dans laquelle il vient avec ça. Puis je pense que quand tu décides de devenir une célébrité, un joueur de hockey, tu as un gros salaire, mais le shit sandwich qui vient avec, c'est que, ben oui, il va y avoir des articles, quand tu t'achètes une nouvelle maison à 10 millions, mais il va y avoir des articles qui vont être publiés sur Internet. C'est ça ton shit sandwich. Mais peut-être pas d'adresse, mais je vais pas revenir à ça. Peut-être pas d'adresse, mais au même type que tu es une célébrité, mais ça veut dire que quand tu vas aller au resto, il y a quelqu'un qui va te prendre en photo. C'est ça ton shit sandwich. Mais... encore une fois, ça aussi, je ne sais pas trop comment le faire. Une des positions que moi, j'ai décidé de prendre maintenant, c'est si je vois des joueurs d'hockey ou des célébrités, puis je le vois qu'ils sont dans un environnement qui sont calmes, posés, mais je n'irai pas les déranger pour les gosser, parce que je vais plus attendre dans des... Mais tu es capable de faire... Puis on s'appelle souvent, des fois, oui. Tu vois des joueurs du Canadien, j'entends des histoires, on s'appelle, tu sais. Tu es capable de faire une différence entre la vie privée qui doit rester privée et la vie privée qui est publique. Chris, t'es à l'aéroport, t'es dans un lieu public, tout le monde est là, t'es là. Ouais. Sinon, mets une moustache, mets-toi des cheveux afro ou voyage en privé, tu sais, puis sors dans la gate privée. Je veux dire, ça, puis il n'y a pas de dommage à être là. Surtout que lui, il l'a sorti 2 heures après, fait que ça, je trouve ça moyen. Ouais. Là où, mais tu vas voir où je vais aller. Là où, tu sais, on sait qu'il y a un gars du Canadien qui DM des filles
6 filles, 7 filles, 4 filles, peu importe, 400. en même temps. Mais il bouge, tu sais. Au total de l'année, c'est peut-être 200-400, là, whatever. Puis, je trouve ça moyen comment il fait ça. Pour vrai, il y en a qui vont trouver ça correct, mais j'en parlerai pas parce que ça, c'est privé. Tu sais, je te dirai pas c'est quel joueur, je te dirai pas comment ça se passe, etc. Tu sais, comme ça, c'est une vie privée qu'on y ira pas. Tu sais, comment ça se passe le soir, le lendemain, le whatever. Et même chose, il y a une autre histoire qu'on entend sur un athlète montréalais. C'est comme qui fait venir des filles. C'est un athlète montréalais, là, c'est vague. Là. Il fait venir des filles, c'est un Uber qui est pas loin. Après ça, party avec les filles, ramène. Tu sais, comme ça, c'est du privé que j'ai pas de trouble à le garder privé. Moi, j'ai pas de stress. Ouais. Mais que tu croises un autre joueur à l'aéroport, puis t'es content, puis il est cool, puis tu sais, je sais pas, il est à Montréal, il est content d'être là pour le Grand Prix, c'est même pas privé. En fait, c'est piqué, c'est n'importe quoi vouloir que lui, il voulait le sortir lui-même, ça, c'était à Montréal, c'est tout. Mais c'est un peu comme quand j'avais un paparazzi avec 25 Stanley. Mon paparazzi se parquait devant l'hôtel des joueurs, qui était tout le temps devant le Ritz-Carlton, puis il prenait en photo quand les gars ils sortaient de l'autobus, quand ils arrivaient à Montréal ou qu'ils s'en allaient au Centre Bell. Ça, t'avais fait. Ça, c'était fou. Non, mais tu sais, ça, là, t'avais une lignée de fans qui étaient toutes là. Tout le monde sont là. On prend des photos des gars en train de sortir habillés en soude, puis ils sont bien habillés. On n'était pas parqués, on s'en venait pas se parquer à Candiac dans la maison de Carey Price pour le prendre en photo en train de sortir. Là. C'est comme c'est soit les gars quand ils arrivaient au Centre Bell en char ou quand les gars ils sortaient de l'hôtel. C'est quoi ta meilleure shot? Quel athlète? Sinon, je vais la raconter si t'en souviens pas. C'était malade. Mais j'ai Non. Non, mais exemple, une fois, il y avait Brandon Dubinsky qui nous avait fait un fuck you, puis il avait mis ça sur Twitter. Puis j'étais un peu, hey man, tu sais, tu sors de l'hôtel, hey, comme, calme-toi, là, comme c'est ça le. Mais c'est pas ça ton meilleur. Steven Stamkos. Oh, ouais, c'était débile, ça. Ouais, mais tu vois, mon paparazzi est allé un petit peu trop loin. Tu sais, il l'avait suivi jusqu'au Apple Store, puis. Puis là, Steven Stamkos, c'était plein d'être suivi. Ouais. Il avait mis la photo de ton paparazzi. Puis toi, genre une couple d'heures après, t'avais mis la photo du paparazzi qui montrait Stamkos. Ça avait tellement soulevé de discussions. C'est pas vrai, c'était une shot. C'est une solide shot. Ouais, mais tu vois, ça c'était allé trop loin. Mais tu sais, j'avais 2 paparazzi qui travaillaient pour moi. Puis tu sais, ça, j'avais trouvé que c'était un petit peu. C'est trop loin. Mais tu sais, puis moi, j'ai questionné à savoir qu'est-ce qui était privé, public. Puis un hôtel est considéré comme une résidence privée. Fait que puis je te dis pas que t'étais pas correct, si tu prends quelqu'un dans un lobby d'hôtel, si tu prends quelqu'un qui rentre à l'hôtel, c'est la même chose que si tu prends quelqu'un devant chez lui ou qui rentre chez lui. Ah, ouais. Ouais. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Peut-être qu'on a voulu m'envoyer dans le champ, mais je pense, puis c'est ce qu'on m'a dit, impliqué, personne impliquée. Mais de l'autre côté, par contre, tu sais, quand tu regardes, on va dire, la vie privée, il y a des caméras partout. On est filmé, tu sais, donc on parle du livre de George Orwell, 1984. Partout où est-ce que tu vas, il y a toujours des caméras partout. Même si tu commets un crime, mon gars, tu commets un crime sur telle rue, ils vont te trouver avec des 8000 non, mais caméras. Non, souvent, quand il y a un crime, les caméras disparaissent. Ils ne fonctionnent jamais. Le nombre de fois que ça arrive. Autre affaire. Quoi d'autre? Ben moi juste, je vais... OK, vous le direz en commentaire si ça vous intéresse ou non. Ouais. En ce moment, je suis en train de tout sortir, tous mes placements. Jardin, d'autres banques. J'avais des trucs chez quoi? Tu sais, j'avais des fonds réels. J'étais éparpillé partout. Puis j'ai pris la décision. Moi, j'ai un bac en finance. Puis je dis pas aux gens de faire la même chose. Mais j'étais en train de tout amener chez Desnat. Tous mes placements. C'est la plateforme de courtage en ligne où tu es libre. Tu fais tes propres transactions puis tout. Donc, tu achètes des actions, tu achètes des FNB, des ETF. Puis tu payes pratiquement pas de commission. Jamais. C'est infime. Donc, tu sauves. Mettons que tu as 1 million. C'est comme Questrade. C'est comme Questrade, exact. Puis mettons que tu as 1 million de placés. Quand tu places avec une banque, tu payes à peu près 2 de frais de gestion. Fait qu'à la fin de l'année, ça te coûte 20 000 à chaque année. Sur ton million. Que tu sois plus 10 peu importe, au moins 18, tu as 20 000 qui part. Fait que sur 10 ans, c'est 200 000 plus un intérêt. Fait que c'est quasiment 250 300 000. C'est de l'argent sur 10 ans. Fait que imagine, tu te places sur 30 ans, tu perds 1 million. En tout cas, peu importe. Puis, je suis en train de tout amener chez Desnat. Puis, tu sais, j'ai pas le droit de donner conseils, mais tu sais, j'aimerais ça peut-être en parler plus. Peut-être sur le Patreon. Écrivez en dessous du YouTube. Si ça vous intéresse, je dirais qu'est-ce que je fais moi. Puis, on en parlera sur le Patreon. On fera peut-être une séance de chat, whatever. Ou si vous êtes 500 000 à vouloir que je vous explique, on prendra un segment. Mais en ce moment, je suis quand même dans le stress de voir de l'argent partir de partout puis d'avenir à une place. Puis, il y a tout le temps des défis puis tout. Fait que je suis stressé. Je suis content qu'on tape le lundi matin cette semaine parce que cette semaine, c'est ma semaine où je veux tout finir. Je veux me coucher vendredi soir puis tous mes actifs sont à la même place. Fait que c'est une grosse décision financière que tu prends. Ça fait 2 ans que je veux la prendre. Ah ouais. Moi, je me demande, c'est quoi le pourcentage de gens? Parce que moi, je me dis,
est-ce qu'on va vivre une forme de révolution financière? On en vit une. Moi, j'en ai parlé avec des conseillers, j'ai des amis qui sont dans le milieu. Les gens, plus t'es jeune, moins tu veux payer les frais de gestion. Parce que tu peux t'informer. Ça veut pas dire que tu vas prendre des bonnes décisions, mais tu peux avoir l'impression de connaître la bourse. Puis on fait toutes les mêmes erreurs. Là. Quand j'ai commencé à jouer en bourse, j'ai acheté toutes les autos électriques sauf Tesla. Tesla monté. Toutes les autres autos électriques ont baissé. Mais tu penses que tu détiens la clé. Puis là, un moment donné, tu as une belle journée, plus 12%. Ah, si, j'ai trouvé le bug dans ma matrice. Puis finalement, tu te fais repéter. Puis ça, tu le dis pas à personne. Ouais. Parlant des banques, là, parenthèse, je suis allé retirer de l'argent au guichet dans une banque Desjardins. Combien ils m'ont chargé pour mon retrait? Ils m'ont chargé 6 $. Parce que t'es pas un client des jardins, t'es un client de notre. Non, c'est du vol. C'est du vol. C'est du vol. J'étais au casino, ça fait de la même affaire. Ouais. 5$, man. Avant c'était le guichet automatique, on va dire ça. Ça m'a fait capoter. Au Club 11, quand tu retires de l'argent, attends. C'est pas un frais fixe, c'est un pourcentage. Ah ouais? Puis après ça, j'étais fucking sous. Je m'en souviens plus trop, mais je pense que c'était quelque chose comme 12%. Fait que tu retires un brun, c'est 12$. Tu retires 1000$, c'est 120$. C'est pas vrai, les frais, là. Mais parce qu'avant... Les frais bancaires. Non, mais quand t'étais dans un bar de danseurs, à l'époque, t'allais au Paris ou dans un bar de danseurs, tu retirais de l'argent, t'es comme, oh my God, 4$, c'est du vol. Ou là, c'est comme 12%. Là, tu sais, la banque te charge comme 5-6$, ça n'a pas d'allure. C'est parce que t'es dans un monopole. Pour revenir au début, t'as pas le choix, t'es là, tu le payes. Ouais. Puis puisqu'on est sur des sujets hockey, j'étais content. Cette semaine, j'ai vu un vidéo de TikTok puis un article sur le blog de mon boy Petit Gamin. Puis c'est une TikTokeuse qui fait un rant sur les lumières de char. Puis moi, pendant un bout de temps, je pensais que j'étais le seul pas bien, que peut-être que c'est à cause de mes yeux, mais je trouvais que les nouvelles lumières sont... Dans ton rétroviseur? Quand tu conduis? Autant de face. Puis là, pendant un moment, je me dis, je suis même allé voir un ophtalmologiste, puis je suis allé chez l'optométriste parce que je pensais que j'avais des problèmes avec mes yeux vu que j'avais une opération, la ZKMD, j'avais eu, je me disais, peut-être que j'ai des problèmes avec ça. Là, j'avais l'impression... Puis après ça, je me disais, Chris, tout le monde, on dirait qu'il roule ses hautes. Mais là, je réalise que quand j'ai vu son vidéo, j'ai réalisé, OK, je suis pas le seul qui trouve que les lumières de char sont ben trop fortes. Puis là, il faut faire quelque chose, là. Puis moi, des fois, je me dis, comment ça, on se ramasse à parler de ce sujet suite aux vidéos de Nobody sur TikTok qui devient virale? Moi, je me dis, la SAAQ... Oh, les gens impliqués, les gens qui sont dans ce milieu-là, pour vrai. Les permis, tout ça, il y a personne au gouvernement au cours des deux dernières années qui a allumé que... Chris, me semble que les lumières de char sont ben trop fortes. Mais moi, l'autre question que je me pose, c'est les constructeurs automobiles. T'es la compagnie, là, que tu sois, on va dire, BMW, Mercedes, peu importe les marques, quand tu construis tes nouvelles lumières, t'es comme, yes, c'est des nouvelles... Non, mais ça look, ils sont au LED, sont précises. C'est ça que j'allais dire. C'est des lumières écœurantes précises. Fait que là, pour le constructeur. Exactement. Ils ont pas pensé aux autres. Eux autres, la photo ou la vidéo de leur modèle, c'est hot. Puis tu sais, quand t'es ça dans ton rétroviseur, t'as l'impression des fois que quelqu'un te flash les autres. Ben non, juste qu'avec les côtes, ils deviennent précis. Fait que des fois, ils pognent ton angle de rétroviseur puis ils redescendent. Mais c'est gossant. Puis là, tu te fâches contre quelqu'un puis il a rien fait, là. Il est pas ses hautes pour vrai, là. Ouais, je sais. C'est pour ça que moi aussi, maintenant, le nombre de fois que je switch la petite affaire sur mon rétroviseur, fait qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. La solution, roule en vélo. Prends le transport en commun. Je vais te parler, tu parles t'as l'impression que t'es pas tout seul à vivre ça. As-tu regardé Jake Paul contre Mike Tyson? Mais en fait, non, tu sais quoi? Je l'ai pas regardé parce que j'avais aucun intérêt, parce que je savais exactement c'est quoi que ça avait l'air. Okay. En fait, je te pose la question, on va finir là-dessus. Ouais. Il y a eu 3 gros combats en fin de semaine. Herbert Jackai contre Mathieu Olivier. Ouais. Jake Paul contre Mike Tyson. Puis John Jones contre Stipe Miocic. Quel a été ton meilleur combat? Hey man, Serrano contre Taylor, combat de filles avant Jake Paul contre Mike Tyson. Ah ouais? C'était capoté. La fille, elle se fait donner un coup de tête. Elle a jamais été coupée dans un combat, Serrano. Puis elle se fait donner un coup de tête contre Taylor. C'est la 2e fois dans sa carrière qu'elle est coupée pendant un combat. 2e fois contre la même boxeuse. Puis elle continue. Puis Netflix, c'est pas comme nos réseaux de télé. Premièrement, c'était en 4K. C'était malade. Moi, j'ai une 75 pouces 4K. Netflix diffusait en 4K. C'était fou la qualité. Puis ils zoomaient sur l'arcade sourcilière. Mon gars, c'était quasiment à vomir. On aurait dit un cours de médecine. Ouais. Là. C'était capoté. Puis elle continuait à se battre. Là, le sang tombait dans la face. Puis elle souriait. Pour vrai, c'était tout un combat. Mais ça a été quoi, toi, ton meilleur combat? Ah, le spinning back kick de John Jones. Hey, passer le KO à quelqu'un
à cause d'un kick au corps, Ouais. ça veut dire que ça a dû y faire mal. Tu sais, John Jones, quand tu y penses, il y a beaucoup de gens qui disent est-ce que c'est le meilleur combattant de tous les temps? C'est tellement dommage qu'il y a eu des démêlés avec la justice, des problèmes de consommation, parce que, chose certaine, c'est le fighter le plus talentueux. Tu sais, il aurait pu être une méga star. Là, après ça, est-ce que c'est le plus grand de tous les temps? Ça, je sais pas, mais en tant que il donne talent, un show, là. Il donne un show. Son coup de pied, c'est un show. sa célébration avec Ben, c'est Trump. ça, j'allais dire. La petite danse de Trump. Puis, Là, après ça, la question à savoir, c'est de dire, est-ce qu'il va faire un autre combat? C'est ça qui serait vraiment cool. contre Jake Paul. Ça arrivera pas. Non, non, ça, Jake Paul contre John Jones, ça dure 3 secondes. Ouais. Ça sonne, Ouais, donne un coup, ça puis finit, il est game over. ça finit Mais Jake pas long. Paul va lui donner du crédit. Jake Non, Paul, mais c'est une machine. moi, j'aime pas les gens, on va dire qu'il y a beaucoup de monde, ils publient des vidéos de Jake Paul quand il avait 12 ans, qui danse sur la tune Call Me Maybe dans sa chambre à coucher. Puis les gens disent on peut pas croire que ça, il a battu, ce gars-là, il a battu Mike Tyson. Hey, c'est un petit gars de 14 ans qui s'amuse dans sa chambre à coucher. On peut-tu le laisser? Mais non, mais il aime Caulfield, mais Caulfield faisait la même chose, des tunes de Taylor Swift, assis en char, une petite vidéo. Ouais, on peut-tu laisser les... Ouais, c'est pas grave, les ouais. gens sont des enfants à 14 ans. Si, tu sais, je veux dire, c'est peut-être l'inverse, là. Si t'es en train de faire des fuck you, en train de vaper, puis en train de faire semblant de te battre à 13 ans, il y a peut-être quelque chose qui va pas rond. C'est normal d'être niaiseux à 14 ans. Faut pas rire de ces... Mais non. De ça. Mais parlant de Jake Paul, dernière Ouais. chose, si vous cherchez une nouvelle fille à suivre sur Sa blonde? Colin. Hey, mais quelle femme extraordinaire. Je sais. Hey, non, mais- non. Je sais pas, je l'ai juste vu rentrer avec. Non, mais hey, C'est ce que j'ai vu. et 6 fois championne du monde. de Ah ouais, je patinage. savais même pas. Ouais, elle a gagné des médailles. Je sais qu'il est champion du monde, est allé aux Jeux Olympiques. Je sais pas si elle a gagné des médailles, mais là, tu vois, Jake Paul, c'est un gars qui est à haute intensité, Ah, ouais. mais elle aussi, là, elle fait du sport. Tu sais, je me dis. C'est quoi son nom? Je sais même pas. Comment on la cherche? Jake Paul Girlfriend? Ouais, c'est vrai, j'ai oublié son nom. J'ai Et un après, blanc on de mémoire. s'abonne. Mais je pense qu'elle vient des Pays-Bas. Là. Je pense qu'elle vient d'Amsterdam. Mais ouais, comme toute une femme. Là. Puis je trouvais ça vraiment cool de. Puis mon take, c'est comment elle a réussi à se marketing. Oui, c'est une femme là, qui paraît super bien, mais elle utilise, on va dire, son apparence physique pour aussi faire rayonner son sport. Comment elle fait ses vidéos d'elle de patinage de vitesse, c'est vraiment cool. Avec un des maîtres Ouais. des réseaux sociaux. Puis moi, je me dis, fait que si, exemple, c'est sûr que ça arrivera jamais, mais tu sais, supposons, moi, j'étais au marketing des équipes de sport féminin au Québec. Allez regarder ce que la blonde de Jake Paul fait. Elle est avec un des meilleurs promoteurs de sport au monde. Il sort avec cette fille-là. Cette fille-là, c'est certain qu'elle est influencée. Elle, quand elle fait un post Instagram, elle doit demander « Hey, Jake, oui. qu'est-ce que tu penses de mon post cette semaine? » Jake puis toute l'équipe de Jake. Tu sais. Fait que moi, je pense que dans le sport, les Roses de Montréal, la Victoire de Montréal, monde marketing, allez voir ce que la blonde à Jake Paul a fait. Ça va peut-être vous donner une couple de petites idées sur comment vous marketer en mettant de l'emphase toutes les qualités que vous pouvez avoir. Je reviens sur Jake Paul. Puis Oui. Mike Tyson, c'était à Netflix. Ouais. Ça buguait. Moi, je pensais être le seul pour qui ça buguait. Finalement, ça laguait chez à peu près tout le monde. 50 millions de personnes ont regardé le combat de filles que je t'ai parlé, le combat de boxe féminine avant, et 60 millions Jake Paul, Mike Tyson, même si c'était à genre minuit, c'était long, c'était tard, c'était pas un bon combat. C'est le futur, le streaming. Je veux juste partager ma crainte ici. Pour pas, ils vont me dire que je suis un snowflake puis que je suis fragile puis tout, là. J'ai peur pour le français dans tout ça. Puis parce que le combat était présenté en français puis en anglais. En français, c'était des Français de France. Par-dessus le son avec une qualité sonore un petit peu moins bonne. Je sais même pas s'ils étaient sur place. Pour vrai, je les ai écoutés 5 minutes puis j'ai fait que man, je suis parti en anglais. Puis quand la NHL va être sur les streamers, ça va être encore du monde d'ici parce que c'est nord-américain, c'est le Québec, etc. Mais quand les événements deviennent mondiaux, je te donne un exemple, la Coupe du Monde. Ils n'embaucheront pas quelqu'un au Québec. Ils vont nous pitcher à nous, Québécois, Québécoises, une traduction française, puis étouffez-vous avec ça. Puis j'ai peur que ça soit comme ça. Je pense que ça va être comme ça, mais j'espère que ça ne le sera pas. Je pense que on mérite d'avoir une description puis une analyse en québécois-français, à la limite slang par moment, et non pas à se faire pitcher une traduction française dans les oreilles. Je suis tellement d'accord avec toi parce que moi, tu sais, ce qui est drôle, le respect de la langue française, même si je suis un gars du West Island puis j'utilise un paquet d'anglicismes puis je parle souvent franglais, c'est tellement important. Puis l'année dernière, quand il y a eu le décès, d'ailleurs, ça fait 1 an son décès, le chanteur des Cowboys Fringants, Ouais. on fait tellement
de la bonne musique, des bons films, de la bonne télé. Notre culture québécoise, elle est vraiment importante. Puis je pense que c'est vraiment important de continuer à la défendre. Puis moi, je suis très, très, très sensible envers les gens qui chient sur le français puis qui chient sur le Québec. Même quand je travaillais au café l'année dernière, il y a une fille de l'Australie qui devait quitter le Québec parce qu'elle disait que la business de son chum, il pouvait pas la traduire en français. Puis là, il était comme « Fuck les Québécois, si tu vas tester français, c'est donc... va ailleurs. » Ouais, moi, là, ça venait me chercher, là. Hard. Même avec ma blonde, je me suis déjà pogné solide avec elle. Elle était comme « Chris, c'est ça, au Québec, c'est tout le temps compliqué, là, le français. » J'ai dit, stop. Il n'y a pas de fin de non-recevoir. C'est un terrain dangereux. Là. Ouais, puis moi, je pense que il faut continuer vraiment à le défendre. Ça veut pas dire d'accorder, parce que je suis pas le bilinguiste. Ou les participes passés, même si tu te trompes une fois de temps en temps, c'est pas ça, défendre la langue française. Moi, c'est juste, on parle français, on vient d'ici, je veux me faire parler par d'autres personnes qui me ressemblent. Jean, je sais que tu veux finir, mais je veux absolument finir là-dessus. Moi. OK, vas-y. Je veux absolument, c'est mon mot de la fin. T'es-tu ouvert un compte sur Blue Sky? Ah, ça me fait rire. Ça me fait rire de dire que mon move politique pour montrer mon désaccord envers la politique américaine. Trump et Musk. Ah ouais. Puis après ça, c'est comme, tu sais, ce qui est drôle, c'est qu'ils vont dire ça, mais après ça, tu te dis, ouais, puis ton portefeuille de placement, là. Attends. Tu sais, l'affaire de portefeuille de placement, il y a un gars sur Instagram qui fait juste démystifier tous les mythes des side hustles. Puis il teste plein d'affaires. Exemple, il y avait un chum à un moment donné, il disait tu peux faire des livres à colorier en utilisant le AI, tu peux les vendre sur Amazon, tu vas faire plein d'argent. Mais il y avait un trend dans le real estate qui disait qu'aux États-Unis, quand tu es membre du Congrès, faut que tu dévoiles toutes tes transactions à la bourse, la vente de tes actions puis les achats. Puis il y avait un trend qui disait achète toutes les actions. Fais juste investir. Dès que tu vois quelqu'un en politique aux États-Unis achète des actions, fais juste les acheter. Fais juste faire ça. Fais la même chose. Fais un copycat de ça. Ouais. Fait qu'il a fait ça pendant 6 mois. Puis il a fait de l'argent? Sais-tu, il était up de combien? Non. Puis il s'est comparé avec un ETF. Son ETF, je pense que vu que la bourse va super bien, son ETF, il était genre 17%. Sais-tu, il était up combien avec la stratégie de suivre les politiciens américains? 82%. Okay. Je vais fouiller pour voir c'est quoi ce trend-là. Tu me montreras c'est quoi? C'est fucked up, là. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais, mais Blue Sky, ouais. Oui, oh, mais ça, fait que mon point, c'est que Musk puis Trump. Non, ouais. Mais Musk puis Trump. Puis la presse l'a écrit, là. C'est un mouvement de révolte pour eux, un peu, contre X qui appartient à Musk. Tu sais, ça arrivait le lendemain ou le surlendemain de la victoire aux élections américaines de Trump. C'est un move politique. Il y en a qui vont aller l'autre bord pour avoir la paix, mais la paix, tu peux l'avoir sur X aussi en bloquant, en masquant, en te faisant des listes. Tu sais, moi, tu m'insultes une fois, je te bloque. C'est comme si tu venais chez nous et tu me criais à travers la fenêtre. Je vais fermer la fenêtre, puis à un moment donné, je vais l'appeler je n'accepte plus d'insultes. Tu peux me critiquer. Ça, je veux que tu me critiques. Mais des insultes, j'en accepte pas. Fait que je trouve ça whack un peu. Tout le monde qui part d'un bar puis va de l'autre. Puis on est en 2024, c'est important de se parler. Les gars, les filles doivent se parler. Les Québécois de souche puis les gens qui viennent ici, issus de l'immigration, doivent se parler. Puis les gens de gauche puis de droite doivent se parler. La gauche peut pas tout partir sur Blue Sky. Puis la droite, elle reste sur X. Ça va être le bordel, on n'avance pas. Puis je vais aller... Écoute, j'ai tellement de choses à dire, mais je vais essayer de rester précis. Je suis là, je t'écoute. On se parle. On s'unifie, Max. Le VP de la presse, moi, je consulte la presse à tous les jours. Je trouve ça important. Je veux... Un esti de bon média. Super bon média, teinté de gauche, et je trouve ça important de savoir comment la gauche passe. Ouais. Puis en plus, ils font des bons reportages, etc. Pas toujours parfait, comme n'importe qui, on l'a dit dès le début. Le VP envoie un email à tous les abonnés pour dire qu'ils vont tenter de comprendre, 2 jours après les élections américaines, ils vont tenter de comprendre comment ça a pu se passer, puis comment ils ont pu ne pas être on target dans leur couverture des élections avant, puis que c'est important d'aller sur le terrain, qu'elle a envoyé des journalistes sur le terrain aux États-Unis pour parler aux gens qui ont voté pour Trump, comprendre comment ça s'est passé. Samedi, en fin de semaine, le même VP écrit un texte dans la presse qui dit sensiblement la même chose. Mais c'est un très bon texte. C'est écœurant. Mais en gros, on n'a pas été parfait, très humble, et il faut faire des efforts pour tendre la main puis écouter l'autre partie. Mm-hmm. En même temps, tous les journalistes de la presse quittent X puis s'en vont sur Blue Sky. Les bottines doivent suivre les babines. Puis en même temps, j'espère que si t'as... Puis presse, pas presse, etc. Si t'as quitté X pour Trump, j'espère que t'es pas sur TikTok. C'est de la dictature chinoise. Puis j'espère que tu vas pas à Cuba l'été. Parce que c'est une dictature communiste. Arrêtez, là. À un moment donné, on donne de la... On veut se peinturer en vertu. C'est comme, man...
Ouais. moi, ça, mais tout ça, moi, ça me fait. J'ai juste trouvé ça drôle, ça me fait rire tu sens l'espèce de genre de fierté de dire c'est comme quand les gens ils postaient une affaire de l'arc-en-ciel là, ça va bien aller là. Ouais. Ou les gens ils faisaient des affaires de genre je suis vacciné, je suis la meilleure personne. Mais c'est à la mode, oui. Ouais. Tu sais, je veux dire, let's go Ukraine. Tu sais, je le connais pas tant, le conflit ukraino-russe, puis j'ai lu beaucoup, mais je me sens mal à l'aise de prendre position dans un conflit que je connais pas. C'est pas parce que j'ai lu un texte dans Le Devoir qui me dit de penser comme ça qu'il faut que je m'affiche partout. Tu sais, faut que je réfléchisse. Mais bon, je me suis créé un compte sur Blue Sky, oui, pour protéger mes racines. Maxime Truman puis DL Coulisses, qui sont les trucs que j'utilise sur tous les réseaux sociaux. Je fais des tests. Pour l'instant, je trouve ça un peu plate. Puis tu sais, on y va sur la censure. Tu sais, comme Facebook censure trop. Ils ont censuré des textes dans les coulisses. J'ai écrit... No way. Oh, je te dis, j'ai écrit Jacob Fowler suspendu pour avoir donné un coup de biscuit. Facebook me censure ce post-là en disant incitation à la haine. Come on! Come on! Mais en même temps, l'autre bord, quand on censure rien, puis il y a des viols, des meurtres, des exécutions, de la pornographie, quand il y a des jeunes sur les réseaux, c'est pas mieux. Tu sais, j'aimerais ça qu'on améliore un peu X, mais on n'a pas besoin d'aller ailleurs, puis ça devient super plate non plus. Fait que je sais pas, j'aime mais pas après ça, c'est là que tu réalises que lancer un nouveau réseau social aussi, c'est vraiment difficile. Là, Google, ils ont essayé combien de fois de lancer un réseau social? Ça n'a jamais marché. Là, Instagram et Facebook, ils ont essayé de compétitionner Twitter avec Threads. Ça n'a pas marché. C'est comme l'autre Instagram, là, le Vesco, là, VSCO. Une affaire en ton, là, en moton, ramoton. Ouais. Je sais pas, il y a des... Je sais pas comment ça s'appelait. Ouais. Là. Merci. Ouais, c'est tout un défi. Là. Fait que moi, tu sais, ça marchera pas. Là. Mais pas fort, puis je vais encore plus loin, man. Vas-y plus loin. Les gens quittent en disant qu'ils n'aiment pas être sur un média teinté. Trouvent que X était devenu trop de droite. Je suis un peu d'accord sur j'aime pas les médias qui prennent trop position. Mais faites-moi pas à croire que Blue Sky prend pas position de gauche puis que les médias qu'on lit ou qu'on écoute prennent pas position de gauche. Bref, les gens veulent de la neutralité juste quand ça fait pas leur affaire. Mais quand ça fait leur affaire, ils veulent de l'activisme. Tu me suis? Ou je te suis à 100%. Je reviens, parlons-nous, man. Pour vrai, parlons-nous. Et écoutons-nous aussi. Ah oui, c'est cute. On va finir là-dessus. Ouais. Je rappelle à tout le monde que mardi, le 17 décembre, je ne vais pas l'appeler un party cette année 25. Je suis pas party, moi. Ouais. Poche. Non, on fait juste dire une affaire. Mardi, 17 décembre, on tape le podcast. Après le podcast, moi puis Truman, on va aller au bar Shea Miller avec nos boys de Molson MVP. Fait que ça vous tente de venir checker la game Canadien Sabre, rencontrer moi puis Mac, jaser avec nous. On a reçu une couple de cadeaux à gauche puis à droite. On va faire un petit panier de Noël qu'on va faire tirer. Fait que c'est pas un party, on fait juste dire, nous, on va être là. Si ça vous tente de venir faire un tour, c'est ça. Ouais, puis... le gagnant du concours du Jersey la semaine passée, du concours Molson MVP, ouais. On va l'annoncer dans l'après-show. Fait que c'est une autre des raisons de vous abonner sur le Patreon, c'est pour les concours, puis savoir le nom des gars qui m'ont envoyé un deal. Il va y avoir d'autres concours aussi. On est en train d'en travailler d'autres. Je trouve juste ça le fun que notre party de Noël, ça soit contre les sabres, qu'on a peut-être une chance de gagner. Ben oui, ça va être positif. Ça tombe bien. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, 9 millions partout. Ouais. Partout, littéralement partout. Restez sur le podcast parce qu'on reçoit Lisanne Richard. Ça se peut que tes cheveux poussent un peu d'ici son entrevue. Ça n'a pas été tapé le même jour. Tu t'en vas à Vancouver. Fait que voilà, tes cheveux poussent dans 3, 2, 1. Notre invité aujourd'hui a 43 ans, puis moi j'en ai 43, j'ai mal dans le dos partout, mais elle est en train de faire un retour à la compétition, puis pas n'importe quelle compétition, là, pas du, je sais pas, ça peut être quoi ça? Curling, mettons? Non? Non, elle saute en haut vol. Plongeon de haut vol à 43 ans, j'ai bien des questions, je suis content de te recevoir sur le plateau. Lisanne Richard, salut! Allô? Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Yeah! Max, mais là d'abord, là, tu sais c'est quoi? Tu sais pourquoi t'as mal dans le dos? C'est pas faire du sport qui va faire en sorte que t'as mal dans le dos. C'est pas faire de sport puis rester assis sur son steak en disant « J'ai mal dans le dos, je peux rien faire. » OK. D'accord avec moi? Non, mais on est avec Lisanne, là. Je veux dire, je veux pas aller là. Mais j'ai fait beaucoup de sport avec des maux de dos. Puis à un moment donné, tu te dis « Hey man, je continue à souffrir pour rien. » Fait que tu fais des traitements. Fait que tu sais, je suis en traitement. Je vais être correct. Je prévois plonger en vol à 52.
that's T'as une question pour Lisanne? C'est quoi cette entrevue-là sur moi, là? OK. Max aime pas ça quand on est 2 contre 1. Max aime pas les threesomes. Ouais, j'aime pas les... Ben ouais, je pensais pas qu'on était proches de même. Non, non. On n'a pas de préliminaire, tu sais, on est là direct, là, no stress. On va revenir à la base. Ton sport gagne en popularité via les réseaux sociaux parce que moi, j'en vois un paquet de gens qui font, mais via le Red Bull Cliff Diving Ben ou oui. juste des gens qui sautent sur plein de falaises. Puis là, c'est certain qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire peut-être un peu peureux pour dire ça fait la promotion de sport dangereux, il y a des risques associés à ça. Fait que c'est quoi ta position par rapport à ça? Il y a beaucoup de risques, évidemment, parce que c'est un sport extrême, mais il y a quand même moyen, comme n'importe quoi, de le faire avec des éducatifs puis de le faire de la bonne façon. Tu sais, ce qui est dangereux, c'est quelqu'un qui connaît pas l'endroit, vérifie pas la profondeur, sait même pas la hauteur, va se garrocher. Ça, c'est vraiment dangereux. Puis le plus d'accidents qu'il y a, c'est quand les gens vont dans la nature puis ils percutent le fond, tu sais, parce qu'ils savent pas la profondeur. Genre Annie Pelletier à ton chalet. Continue. Oui, c'est pour ça qu'elle l'a pas fait. Peut-être qu'elle connaissait pas assez les éléments. Mais c'est ça. Dans le circuit, oui, c'est dangereux. Oui, on prend un risque, mais c'est vraiment calculé. Puis je dirais que le circuit Red Bull Cliff Diving, c'est les meilleurs au monde. Fait que c'est là où c'est moins risqué. Il y a toujours une équipe de sécurité qui nous attend. Puis des plans de secours et tout. Là. Puis comment t'arrives, tu sais, à 43 ans, tu recommences. Tu vas plonger Red Bull, là, on va peut-être te voir à télé, OK? Oui. Comment t'arrives à ça? T'as commencé à plonger à une vingtaine d'années, tu sais. C'est quoi la formation? Quand est-ce que, boum, on est sur un tremplin à 27 mètres de haut? C'est vraiment cool, ce sport-là, parce que c'est quand même encore un nouveau sport. Là. Ça a commencé en 2009 chez les hommes, le circuit Red Bull Cliff Diving, puis en 2014 chez les femmes. Donc, le bagage de chacune des personnes dans ce sport-là, il est différent. Là. Mais moi, en fait, c'est vraiment absurde, là, parce que j'ai commencé le plongeon parce que mes parents voulaient m'inscrire en natation, puis c'était vraiment pour la sécurité, parce qu'ils faisaient creuser une piscine, puis fait qu'il fallait qu'on devienne tous sauveteurs. T'avais 17 ans, c'est ça? Non, j'avais pas 7 ans. Il était temps que j'apprenne à nager à 17 ans. Mais puis finalement, il n'y avait pas de place en natation dans mon groupe d'âge, fait qu'ils m'ont mis dans la piscine en plongeon. Puis finalement, ce que je fais de ça, qui était vraiment pour la sécurité à la base, c'est de me garrocher d'hélicoptère, puis de montgolfière, puis de... Fait que... Mais c'est le hasard qui m'a amené au plongeon. Mais t'as 7 ans, tu t'inscris, OK, puis là, t'arrives 2007-2009, Red Bull Cliff Diving. Dans les années 2000, moi, je me souviens, à Ronde, il y avait du monde qui sautait, il y avait des shows, tu sais. T'as-tu fait des trucs comme ça avant de faire la compétition? T'as-tu fait des spectacles de plongeon? Oui. En fait, j'ai commencé enfant, puis j'ai trippé bien raide, puis au secondaire, j'ai quitté le Saguenay. Moi, j'étais originaire du Saguenay, puis j'étais allée faire le sport-études à Québec, sans ma famille, là, tu sais, comme là, mes enfants, là... Lucas, il est rendu qu'il va avoir 23 ans. Ellie, il a 15 ans, il va avoir 16 ans. Tu sais, quand ils sont arrivés à 11-12 ans, là, je les aurais pas laissés partir de chez nous, aller vivre dans une autre famille. Là, mais j'étais déterminée. Ma mère a dit, t'avais une tête de cochon, fallait te laisser faire tes plans. Fait que là, je suis partie, puis j'ai fait sport-études à Québec. Puis là, à Québec, on a eu la chance de faire des spectacles dans le centre d'achat Place Laurier. On a mis une piscine, là, portative, hors terre, puis on plongeait, là, de la vitre, là. Fait que c'est là où j'ai vécu mes premiers spectacles de plongeon, puis j'ai su que plus tard, j'allais faire ça. Puis là, à l'an 2000, j'étais allée en France, puis j'ai appris à faire du plongeon de haut vol dans un parc d'attractions là-bas. Puis ensuite, j'ai fait la ronde aussi, là. Moi, j'étais Ah ouais, t'étais là dans... Ah ouais, nice. Puis quand t'es une athlète de ce genre-là, est-ce que dans le fond, tu payes pour pratiquer ton sport ou t'es quand même capable de générer des revenus? Je dirais que grâce à mon sport, je fais mes revenus, mais la plupart de mes revenus ne viennent pas de mon sport, mais la notoriété acquise par mon sport fait que je fais des conférences, je travaille dans les médias et tout. Fait que c'est quand même mon sport qui me fait vivre, là. Mais c'est compliqué, là, quand même, pour vrai, parce que c'est un sport qui n'est pas encore olympique non plus, donc il n'y a pas plein de subventions, là. Il n'y a pas d'athlètes qui reçoivent des brevets comme les autres équipes nationales, là. Comme là, on s'en va en Floride bientôt, puis c'est tout à nos frais, là. Donc, il y a des camps d'entraînement, il y a beaucoup de choses à nos frais, mais la Fédé est impliquée aussi. C'est plus facile maintenant. Dans mes années de compétition passées, parce que j'ai arrêté il y a 5 ans, on faisait vraiment beaucoup moins d'argent, les femmes, que les hommes. Puis, tu sais, tu pars pendant 5 jours, fait que là, tu refuses une conférence, puis finalement, tu fais moins d'argent que si tu avais fait ta conférence. Fait que, mais maintenant, il y a moyen d'en vivre, là. C'est une des raisons pourquoi je reviens. Je veux faire du cash. Parce que dans le fond, la grosse machine, Enfin. la grosse machine qui vous supporte, c'est Red Bull. Exact. Enlève cette compagnie-là. Eux, c'est une compagnie qui investit tout le temps dans des sports, on va dire, alternatifs très bizarres. Parce que sinon, s'il n'y a pas Red Bull, est-ce que le Red Bull Cliff Diving est aussi populaire en ce moment? Bien, c'est vraiment eux qui ont propulsé le sport. Puis c'est même eux qui ont convaincu la FINA, qui est maintenant World Aquatics, d'inclure ce sport-là, puis qui travaillent fort pour que ça devienne un sport olympique aussi, là. Donc,
tout ça est grâce à Red Bull, là, vraiment. Mais c'est quand même, tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui a un salaire régulier de Red Bull, mis à part les athlètes Red Bull, tu sais, comme Charles Hamelin, tu sais, comme il y a un athlète par pays en général, par discipline, mais lorsque j'étais sur le circuit Red Bull Cliff Diving, il n'y avait pas d'athlète canadien. T'es payé si tu gagnes? Plus tu vas gagner, plus tu vas avoir des bourses? Ouais, c'est un prize money au rendu, fait que mieux tu performes, plus tu fais d'argent, mais c'est quand même, encore aujourd'hui, là, c'est beaucoup en bas de 10 000, là, la première place. Là, par compé? Du circuit, ouais. Tu as combien de compé dans une année? Mettons une vingtaine? Non. Maintenant, il y en a beaucoup Il y en a plus qu'à plus, l'époque, ok. mais c'est quand même 8 là, max là, par saison. Oh, là. ouais. Fait que, tu sais, il faut gagner ta vie autrement aussi. Là, mais l'exposure permet des commanditaires. Puis là, les commanditaires ont une visibilité planétaire. Là, donc là-dessus, c'est intéressant. Là. Puis, tu sais, tu parles de faire du cash. Quand tu faisais des spectacles à ronde ou dans d'autres pays, j'imagine, tu faisais du cash. Là, tu en fais un petit peu avec les performances. Quand tu reviens, si tu gagnes, tu fais des conférences, tu fais des commandites, etc. Entre les deux, j'ai lu que tu as fait du cirque. Ouais. T'étais dans le j'ai Cirque fait du de l'argent. Soleil. C'est ça, j'allais dire. Ça, c'était payant, mettons. Ouais, mais tu sais, je blague, là, avec le... Moi, pour vrai, tout ce que je choisis de faire, c'est tout le temps par passion. Puis après, tant mieux si ça ramène de l'argent parce que la vie coûte cher quand même, là. Mais tu sais, le plongeon, ça a tout le temps été une passion. Puis le cirque aussi. Puis le cirque, moi, je me suis retrouvée personnage principal au Cirque du Soleil. Donc là, ça, c'était pas mal payant, là. Pour quel spectacle du Cirque du Soleil? Zarkana. Mais j'ai été longtemps aussi dans les événements spéciaux. Là, ça, c'est un volet qui est comme plus méconnu parce qu'on ne fait pas les shows à Montréal, au Vieux-Port. Là. C'est vraiment des... Mettons, il y a la course automobile en Italie qui nous a fait venir puis qu'on a fait un show privé pour eux autres, ou les démarrais. On est allé à Sagar, on a monté 3 shows pour les démarrais. Pour eux autres? Ouais, oui, comme madame qu'on parlait avant d'entrer en nom. Un petit peu d'argent, hein? Les démarrais, ça va bien? Oui, ben c'est ça. Fait que ça, c'est les événements corporatifs, que je peux dire, du Cirque du Soleil. Mais le gros spectacle avec lequel j'ai fait de la tournée, c'est Zarkana. Mais c'était un spectacle pour les théâtres. Il était monté pour le Radio City Music Hall à New York. On avait Garou comme personnage principal. Oh, ouais. Fait que c'est comme... On en avait entendu parler pas mal. Là, je pense que c'était en 2011. Puis ensuite, on est allé à Madrid puis à Moscou. Puis là, ça, c'était un show de théâtre. Fait qu'on faisait beaucoup d'argent parce qu'on était tout le temps en overtime. Puis là, on entrait sur les syndicats de théâtre. Là, fait que c'était bien payant. Comment c'est travailler dans le Cirque du Soleil? Est-ce que l'équipe, vous êtes une fraternité? C'est-tu un peu comme une équipe de hockey où est-ce qu'il y a une compétition des fois qui peut être saine, des fois malsaine, ou c'est vraiment on est tous ensemble, on travaille tous en équipe? C'est quoi la dynamique? C'est vraiment cool. Puis tu sais, c'est du monde de party, le monde de cirque, fait que les rapprochements se font rapidement. Là, tu sais, tu connais... T'as vu tout le monde tout nu, là. Tu connais tout le monde vraiment bien. Il y a beaucoup de party, mais il y a beaucoup de fun aussi. Puis tu sais, même les boss, c'est tous des créatifs, c'est tous des bébites, là, c'est tous des personnages, là, les gens qui travaillent là. Fait que c'est fascinant. Là, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis on passe énormément de temps ensemble, tu sais, faire notre maquillage, parce que c'est nous-mêmes qui faisons notre maquillage. Là, ça peut prendre 2 heures. Ouais. T'as comme un step by step, là, tu as 85 étapes. Là. Puis tu es jugé, tu as des bulletins quand tu travailles au Cirque du Soleil. Comment tu prends soin de ton costume parce qu'il vaut 5 000 $ au moins. Comment tu te maquilles parce que c'est une conception vraiment d'une personne qui a créé le personnage. Il y a tellement de monde qui n'ont pas le temps d'engager 1001 maquilleurs, maquilleuses. Fait que chacun est responsable de son propre maquillage. Ouais. Ben, Garou, tu vois, il engageait quelqu'un pour lui. Ça doit être dans son contrat. Mais nous autres, on se maquille ensemble. Mais tu sais, ça fait qu'on passe 2 heures ensemble en début de journée à patiner. Puis ensuite, on s'échauffe ensemble. Puis le feeling, là, tu sais, tu finis tes journées avec un standing ovation à chaque fois, là, tu sais, puis t'es ensemble sur la scène. Moi, je m'ennuie de ça. Tout l'aspect coulisses aussi, tu sais, comme... Puis la gang, t'étais dans une gang, tu sais, quand tu plonges, oui, t'es dans une gang, mais tu plonges tout seul, tu sais, tes résultats, tes feels tout seul. Ouais. La gang du cirque, c'est comme une équipe. Mais y a-tu du monde qui, tu sais, je veux dire, tu feels-tu pas du monde? Y a-tu du monde qui se parle pas dans une gang de cirque? En général, non, parce que c'est aussi, ça prend évidemment un talent, mais tu sais, c'est beaucoup aussi qui t'aime. Tu sais, comme, il faut que le monde t'aime pour que tu aies de la job en cirque. Fait que, tu sais, rapidement, on se crée des réputations, puis, tu sais, ceux qui se mêlent moins, ils sont moins invités à revenir, puis ils peuvent vivre leur carrière en cirque autrement. Tu sais, il y a des gens qui travaillent dans les cabarets en Allemagne, ou, tu sais, ceux qui sont plus solitaires, mais, tu sais, je dirais, mode de vie Cirque du Soleil, faut que tu aies un esprit de travail communautaire, là. Donc, si je comprends bien, au Cirque du Soleil, les pommes pourries sont rapidement sorties du lot. Oui, puis c'est... En fait, t'es pas tant protégé quand tu travailles au Cirque du Soleil, là, parce qu'ils ont beaucoup de budget quand ils font la création. Fait que là, ils emmènent plein de monde. Puis rapidement, le budget s'effrite. Puis là, éventuellement, il faut qu'ils enlèvent des numéros. Puis tout ça. Fait que pas juste les pommes pourries. Tu sais, à un moment donné, finalement, ton numéro, il sert moins au spectacle. T'as comme un contrat qui les protège bord en bord. Mais nous, on est
pas beaucoup protégé. On peut perdre notre job facilement quand même. Là. On demandait, juste faire un lien là-dessus avec le cirque, on demandait à Denis Lévesque s'il avait vu souvent PKP, tu sais, comment il était PKP, puis Denis nous avait dit, je l'ai pas vu tant que ça, tu sais, dans 10, 15, 20 ans à TVA. T'as-tu vu Guy Laliberté? Oui, quand même assez souvent, parce que j'ai été là assez souvent dans des événements marquants aussi. L'as-tu vu tout nu? Je ne l'ai pas vu tout nu. Non, c'est une invitation. Si jamais tu nous écoutes. Non, c'est une blague, mais mais il y a beaucoup de monde qui l'ont probablement vu tout nu, mais moi, je n'étais pas là. Lui, il est à un autre étage dans les parties. Il y avait des hiérarchies de party? Oui, il y a différents étages, là. Moi, je m'aventurais sur un terrain super glissant. Tu as parlé de monde tout nu, tout le monde se voit tout nu. Tu as parlé un peu d'égalité ou la non-égalité entre les hommes et les femmes. Là, il y a un débat, là, puis qui fait rage, surtout dans le monde de la natation. Là, Leah Thomas, qui est une athlète transgenre qui a gagné comme tous les records dans les catégories féminines, mais c'est une personne qui est née un homme. C'est quoi ta position, toi, par rapport... Tu sais, supposons, toi, dans Red Bull Cliff Diving, demain matin, t'as Alexander Thompson, qui finalement s'appelle Alexa Thompson, puis elle vient tout gagner. C'est quoi ta position par rapport à ça? C'est difficile de prendre position parce que moi, je suis super inclusive, puis tu sais, je suis comme ouverte à pas mal tout. Je trouve que chaque personne peut bien vivre la vie qu'il veut. Mais dans des sports où, clairement, la fibre musculaire masculine est un avantage, bien là, c'est vrai que ça peut venir brimer les femmes. C'est comme s'il faudrait avoir une catégorie différente. Ou, à la limite, compétitionner tout le monde ensemble, mais avoir 2 remises des médailles, puis pour pas que ça nuise non plus à certaines femmes qui investissent autant d'énergie puis d'efforts. Comme nous, un des problèmes qu'on a, c'est l'impact. Là, il est vraiment plus difficile sur notre corps, de par notre forme, de hanche. Donc, on peut prendre beaucoup moins de répétitions que les hommes de plongeon de haut vol. Alors, comme cette personne-là serait avantagée. Fait que là, il faudrait pas nuire aux autres qui investissent autant de temps, puis d'énergie, puis d'argent, puis d'efforts. Fait que, mais en même temps, je serais super contente qu'il y a des personnes comme ça sur le circuit. Je trouverais ça beau pour représenter, justement. Hein. Puis il n'y a pas de danger. Il faut quand même, mettons, c'est pas comme un sport de combat où il y a un danger. Mais après ça, il y a un souci d'équité ou de justice sportive, whatever. Je sais pas quel terme, mais c'est encore une zone grise. Oui. Je reviens encore au cirque parce que moi, ça me fait capoter le cirque. T'étais une vedette. Tu te promenais, t'étais une vedette du cirque. Est-ce que c'était toi qui étais la groupie de quelqu'un ou ça t'arrivait des fois que c'était les gens que tu croisais qui étaient des fans de toi puis toi tu étais comme voyons donc, il peut pas être fan de moi cette personne-là. Tu sais à quel point c'est gros dans certains pays être dans le cirque? Ben, je dirais que ce qui est beau, c'est que c'est gros mais c'est anonyme. Tu sais, c'est vraiment on est presque méconnaissable aussi là, sur la scène avec les costumes, le maquillage. Donc, les gens trippent sur les artistes du cirque. Puis, quand ils ont vu notre show, ils capotent sur nous autres. Comme là, on a rencontré les joueurs du Real Madrid. T'sais, nous autres, on était super impressionnés de les voir. Mais c'est eux autres là, qui nous demandaient des autographes puis prendre des photos avec nous. Ouais. Les gars du Real te demandaient des autographes puis toi, tu n'en demandais pas en retour? Ben oui, c'était vraiment un échange. Mais tu sais, c'était particulier. Mais en cirque, ce qui est beau, c'est que c'est vraiment le groupe qui est admiré. Tandis qu'en plongeon de haut vol, tu sais, c'est vraiment la personne. Là. Moi, je veux dire, je vais à Mostar, en Bosnie, les gens me connaissent, là, à Polignano, en Italie aussi. On a des bodyguards pour se promener dans certaines villes parce que les gens nous interpellent. Puis là, peuvent nuire parce qu'il faut qu'on remonte vite pour aller faire notre autre plongeon. Mais au cirque, ça a donné beaucoup de privilèges. Là. Il y avait la monarchie là, qui sont venus voir nos spectacles. Il y a tout plein de personnes qui sont vraiment intéressées par l'entité du cirque, mais c'est un travail d'équipe. Puis ce qui est valorisé, c'est vraiment le collectif. Là. Fait que c'était le fun d'être fier d'une grande équipe. Ça, j'aimais ça. Fait que quand tu as participé au Red Bull Cliff Diving à Montréal, est-ce que Cole Caulfield a slide dans tes DM? Non, pas lui, mais il y en a. Mais moi, à Montréal, j'ai animé. C'est une des raisons pour laquelle je reviens. C'est parce que là, j'ai le goût de le plonger là, quand on va être de retour à Montréal. Mais il y en a beaucoup, surtout dans le milieu sportif. Là, il y a beaucoup de monde qui m'écrivent des petits messages. Le fait que je fais un sport en maillot de bain, on dirait que ça dégêne? Ça dégêne le monde. Là, ils se disent, coudonc, quasiment tout nu, anyway. On va y décrire. Mais t'as du monde du milieu? T'as du monde connu que tu reçois des... Mettons, tu nous montrerais tes DM là, on pourrait rire, mettons? Oui. Oui, ben dans beaucoup d'athlètes de haut niveau, quand même connus, tu sais, parce que ça, il y a aussi, ben parfois c'est amical aussi, là, mais pas tout le temps. Mais les amicales nous intéressent moins, là. Ouais. Mettons, il y a de l'admiration entre athlètes, tu sais, de connaître la réalité, puis tout ça. Puis tu sais, quelqu'un qui est champion du monde le sait, là, que pour devenir champion du monde,
ça prend quelque chose de particulier au-delà du talent. Tu sais, il y a quelque chose. Faut être fou un peu là pour s'investir autant. Faut être cinglé, pas vrai. Puis Ouais. c'est comme rendu en haut, à un moment donné, ça casse. Puis ceux qui continuent pareil, ils sont cinglés. Pour vrai, des bons cinglés. Ouais. Tu sais, t'es un peu cinglé. Ben Mais oui. mettons que je reviens sur les DM, tu sais, Ben, genre tu sais, ça, joueurs du genre Canadien, ça. des anciens joueurs. Ah, ouais. T'as des joueurs du Canadien? Ben, pas actuel. OK, des anciens? Non, ouais, mais là, on m'a moins vu dernièrement. Là, OK. fait que, ouais. Ah, c'est intriguant, pour vrai. Puis c'est sûr, dans tout le milieu artistique aussi, là, ça vous intéresse moins, le milieu artistique, Ah, peut-être. bon. Ben, on parle beaucoup de sport ici, puis c'est bien correct, mais le milieu artistique aussi, là, c'est un petit milieu. Là, fait que quand t'es visible, là, il y a des gens qui ont le goût de faire des compliments. C'est le fun. Moi, ça me fait tout le temps plaisir. Tu parles de visibilité. Cet été, aux Jeux olympiques, il y a une athlète canadienne, Ashley, j'ai oublié c'est quoi son nom, qui est en saut à la perche. Oui. Elle, après sa victoire, a fait un stunt en twerkant. Oui. Elle a décidé de se créer un OnlyFans pour récolter des dons. C'est quoi ta position par rapport à ça? Parce qu'il y a un dilemme entre, encore une fois, c'est une femme qui utilise son corps puis qui utilise sa beauté pour générer de l'attention, de l'argent. Il y a des gens qui sont pour ça, il y a des gens qui sont contre ça, il y a des gens qui disent que c'est une femme, elle devrait avoir le droit de faire ce qu'elle veut avec son corps. Il y a d'autres gens qui disent mais là, encore une fois, on sexualise la femme. Fait qu'on dirait qu'à chaque fois qu'une femme, peu importe ce qu'elle fait, il y a tout le temps, ça va tout le temps être négatif des deux bords. Toi, quand tu as vu cette athlète se mettre sur OnlyFans, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, moi, je la trouve cool, puis elle est drôle, tu sais. Elle a l'air de se péter un time, là, tu sais, comme elle a suivi son instinct, elle avait le goût de faire ça, puis c'est une femme qui est extrêmement talentueuse, puis qui a travaillé fort pour avoir son gabarit aussi, tu sais, puis si elle s'aime beaucoup, puis qu'elle a le goût de le montrer, moi, ça me dérange pas. Tu sais, moi, je pourrais pas le faire, parce qu'une partie de ma job, c'est des conférences en milieu scolaire. Il y aurait 2 messages. Mais, tu sais, j'ai rien contre ça, puis même, je trouve que c'est du guts, là, c'est de la bravoure, tu sais. Elle s'est dit, peut-être qu'il y a du monde dans ma parenté qui aimeront pas ça, mais j'ai le goût de le faire pareil, tu sais. Fait que pas de jugement pour ça, là, puis tant mieux, là, tu sais, elle va ramasser beaucoup d'argent, là. Je sais pas si on sait les données, elle est rendue à combien, mais... Mais là, je sais qu'elle a enlevé Ouais, son gosh. OnlyFans, puis là, elle l'a changé pour juste une plateforme de donation. OK. Je pense que tu peux avoir comme des... Mais probablement plus comme un Patreon, tu sais, comme nous, on a Ouais. des abonnés payants, mais tu sais, c'est juste que, tu sais, moi, le monde, il m'envoie pas, j'envoie pas des photos de mon pénis. T'en as pas envoyé encore, toi? Non. Peut-être ça remonte. Colin, me suis fait avoir! Non, à date, le Patreon pas parce que le monde veut le savoir qu'est-ce qu'on fait. Fait que, tu sais, moi, je pense que ça a été comme une belle opportunité qu'elle, comment elle l'a tweaké, tu sais, de Ouais. dire, donne-moi une donation, parce que je pense qu'éventuellement, les athlètes, à un moment donné, qui ont une notoriété, tu parles d'aller chercher des commanditaires, c'est quand même de la job aller chercher des commanditaires. Moi, je trouve que quand je vois ça, je me dis qu'il y a un problème aussi d'une manière qu'une athlète qui gagne une médaille aux Jeux olympiques pour vraiment capitaliser monétairement pour gagner sa vie. Surtout ici, parce que vous avez, tu sais, les athlètes n'ont pas d'argent à la médaille ou ont très peu d'argent à la médaille. Ailleurs, des fois, tu gagnes une médaille, t'es tout de suite à 100 000 ou... Non, au Canada, tu as de la bonne argent pour des médailles. Pas tant. Non, pas tant. Ça avait sorti dans les derniers Jeux comparé à Ouais. d'autres pays. Il y a des pays où ta vie est faite. Ouais, T'as une mais d'autres médaille pays, t'as d'or. rien. Exact. Oui, il y en a d'autres que t'as rien. Mais tu sais, ici, je sais pas, écoute, faudrait rechercher. Je veux pas me faire pogner dans quelque chose où j'ai pas fait mes recherches. Ouais. Mais mettons que c'est 100 000. Tu sais, c'est cool, mais ta vie est pas faite avec ta médaille. Il y a d'autres endroits où tu gagnes une médaille, ta vie est faite. Oui. Bien, moi, je dirais que ça dépend de ton sport. Il y a des sports qui sont avantagés parce qu'il y a des sports qui ont plein d'épreuves. Tu sais, mettons, dans les Coupes du monde en plongeon, là, il y a certains athlètes qui compétitionnent en synchro mix, en synchro, en individuel. Fait que là, ils reviennent de là avec 3 bourses, là, s'ils ont Ouais, comme trois en médailles. gym, comme en C'est natation. ça. Mais c'est sûr que ta vie est pas nécessairement faite, mais c'est un bon support. Là, ça s'est amélioré quand même dans les sports aquatiques dernièrement, avec l'arrivée du plongeon de haut vol. Parce que nous, on était un sport pro, puis on est rentré dans les sports amateurs, puis on n'allait pas y aller s'il n'y avait pas de bourse. On met notre vie en danger. Là, on peut pas... tu sais, je veux dire, nous autres, on pourrait ne pas travailler pour le reste de nos jours, là, tu sais, si ça se passe pas bien. Ouais. Fait que même si on n'a pas des grandes bourses, il n'y aurait pas d'athlètes s'il n'y avait pas de bourse. Fait qu'ils ont voulu égaliser tous les sports aquatiques quand ils ont fait l'entrée du haut vol. Question de société. Moi, j'ai remarqué un phénomène que j'ai vécu l'été dernier, puis quand j'ai fait des recherches, j'ai réalisé que c'est vraiment quelque chose qui se passait. Pourquoi nos jeunes filles, quand ils arrivent souvent, on va dire à l'âge de 11, 12, 13 ans, ils débarquent du sport. Moi, je suis coach de ski nautique. Moi, je suis coach, on va dire, une douzaine de jeunes, puis j'ai 8 petites filles. Mais il y avait toutes, on va dire, entre 4 puis 10 ans. Puis là, cet été, ma plus vieille, on va dire qu'elle avait 10 ou 11 ans, qu'elle est plus dans son mode pre-teen. Tu sais, elle rêve d'être
d'être une adolescence, là, je vois vraiment la motivation baisser. Puis je parlais avec d'autres mères, j'étais juste un peu comme curieux de voir si c'est normal. Puis je parlais avec une autre de mes amies qui a des jeunes filles, puis elle aussi était comme moi, ma fille là, était full soccer de 6 ans à 13 ans. Puis là, il y a une switch. Qu'est-ce qu'on... Puis après ça, j'ai recherché, puis c'est un vrai phénomène. Ouais. Pourquoi nos filles, ou en fait les filles, débarquent du sport à l'adolescence? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ce phénomène-là? Mais je dirais qu'une des choses qu'on peut faire, Filles Actives sont déjà en train de le faire. Là, moi, j'ai collaboré beaucoup avec Filles Actives. Il y a des conférences dans les écoles pour mettre les filles en mouvement. Mais en général, c'est le regard des autres. Tu sais, à l'adolescence, on devient vraiment de plus en plus parano avec le regard des autres, puis anxieux, puis inquiet. Puis il y a aussi, je pense, la pression de performance. Tu sais, c'est comme si on valorise à toutes les fois qu'on demande à quelqu'un qui fait du sport, « Oui, t'as-tu fait une compétition? T'as-tu eu une médaille? » Tu sais, on valorise la performance, mais le but en premier, c'est de bouger puis d'avoir du fun. Tu sais, fait que de réétablir cet équilibre-là. Mais je pense qu'il y a aussi vraiment tout le côté les filles par rapport aux gars, les changements corporels à l'adolescence qui arrivent plus tôt chez les filles que chez les gars. Tu sais, il y a tout cet aspect-là aussi, même de gêne de certains sports, les uniformes. Là, tu n'es plus à l'aise quand tu changes. Moi, j'ai pas aimé ça, vivre mon adolescence en maillot de bain. Là. C'est une des raisons pour laquelle j'étais passée à autre chose éventuellement. Là. Ouais. Ouais, oui, fait que dépendant des sports, mais tu sais, il y a plusieurs sports que tu es moulant pas mal, là, tu sais, fait que avec ton corps qui change vite, tu n'es pas nécessairement à l'aise d'être jugé, tu sais, puis les sports jugés, justement, ton corps est jugé aussi, là, en plongeon, là, je veux dire, les juges, ils ont une note en tête qui partent avec avant que tu fasses ton plongeon, juste de quoi tu as l'air en maillot de bain, as-tu l'air de quelqu'un qui est entraîné ou non? Il y a des gars qui lâchent aussi, parce que je coach des gars, moi, des écoles secondaires, la maturité aussi mentale, psychologique des filles, tu sais, qui réalisent que c'est pas si important que ça. À un moment donné, ils se mettent à être plus sérieuses dans leurs études. Ils se mettent à voir qu'il n'y a pas de rêve au bout de la ligne. Tu sais, tu joues au soccer, mais tu sais, là, on va avoir une équipe féminine, mais on en avait pas. Il n'y avait pas de finalité. Puis les gars aussi, ils arrivent à ça, mais ils arrivent 2-3 ans plus tard, puis ils se mettent aussi à lâcher beaucoup leur sport. C'est juste qu'ils vont le lâcher, mettons, à 15, 16, 17 au lieu de 12, 13. Tu sais, oui, il y a tout ce que tu as parlé de filles, mais c'est un phénomène aussi pour les gars qui lâchent à un moment donné, puis là, ils se rendent compte qu'ils seront pas pros. Puis là, bois une bière, va dans un party, je sais de quoi je parle. Là. Je suis d'un ado qui fait du sport. Fait que, tu sais, il y a tout ce phénomène-là où la vie change aussi. Puis là, t'es pris entre deux chemins. Puis à un moment donné, celui difficile, que ça fait 10 ans que tu plonges dedans, mais l'autre, il est un peu plus facile. Puis il est super le fun à court terme. Fait que des fois, tu te prendre par le mauvais bord. Moi, on parle de plaisir. Puis depuis tantôt, je cherche un moment pour la placer. Je vais la placer pareil, cette question-là. C'est drôle. T'as des questions sérieuses puis des questions aujourd'hui. Je suis nono, là. Non, c'est traité Logan Nono, là. Je suis rendu de nono. Tu parlais de... On a fait une joke, OK? Mais je suis curieux. Moi, j'ai jamais envoyé mon pénis en photo à personne. À personne. C'est jamais arrivé, même pas ma blonde, même pas une fille. Hier, je pensais que c'était non, c'est pas le mien. Je me suis fait hacker. Ça arrive-tu pour vrai? Parce que t'arrêtes pas, tu dis que t'as des DM, t'as des athlètes. Ça arrive? Tu reçois vraiment des dick pics? J'en reçois, mais tu sais... En fait, c'est surprenant. Puis aussi, tu sais, quand tu reçois le message, tu sais pas ça va être quoi, là. Fait que moi, des fois, j'en ouvre à côté de ma fille, là. Puis là, je fais le saut, puis tu sais, comme, ça fait vivre des émotions. Tu reçois J'en reçois beaucoup. Puis c'est jamais les mêmes. Parce que, tu sais, je l'analyse pas, là. Je le bloque, mais je continue d'en recevoir. Mais c'est par batch, là. Des fois, il y a des semaines où je vais en recevoir plein, là, tu sais, je sais pas, moi, 30. Mais après, il y a d'autres semaines où j'en recevrai pas. Non, c'est les semaines avec la lune. Oui, c'est ça, il y a quelque chose. Ce que tu devrais faire, c'est faire comme Hélène Boudreau puis toutes les filles OnlyFans. Vu que ça te dérange pas trop, fais des dick reviews à 5 piastres. Je les garde. Ah, c'est ça. Hélène, ils font tout ça. Ils font une tonne de cash. Les filles, ils disent, mais si tu veux que je te fasse un dick review, envoie-moi une photo de ton pénis, puis pour 10 piastres, je te donne une note de 10. Non. Il envoie-tu levé ou baissé? Pour le review, c'est pas le... La plupart qu'on envoie, c'est... Ben, que moi, je reçois sont levés. Là. Ben oui, là, mais je pense que c'est plus valorisant quand même. Ben oui. Un pénis ça me fait capoter, man. C'est débile. Mais parce que je pense que c'est les gars du Lucide Podcast, ils vendent un masterclass sur comment prendre des belles photos de dick pic. Non. Ouais, j'ai vu ça, c'est leur prochain. Moi, je l'oute. C'est un prochain... non, je te niaise. Ben, au moins, s'il y avait des... Moi, j'ai jamais reçu d'affaires comme des hamburgers puis tout ça. Au moins ça, en fait. Des hamburgers? Ben, tu sais, comme il y a les puppetry, là, de pénis. Je comprends pas. Tu connaissais pas ça? Non, je connais pas ça encore à ce moment-là. Il y a comme un show là, qui a fait le tour du monde que c'est Puppetry of the Penis. Puis... le gars, il s'étire le scrotum. Il y a des gars qui sont capables de... Moi, j'étais déjà dans un party, puis je jouais au beer pong contre un gars. Puis le gars, pour déconcentrer, était comme « Hey, check ça, le gros! » Puis
Il s'est hit. Mais non. La porte. OK. Ouais. Écoute, Tu reçois pas de ça? Non, t'as pas de ben vidéo. ça, je trouverais ça intéressant. Tu sais, c'est acrobatique. Mais ça me Comment force. tu veux que j'arrive avec ma prochaine question sur Big Brother? OK, on va essayer. OK? Vas-y, finis sur Big Brother. Écoute, Lisanne, t'as fait Big Brother, t'as pas juste plongé. Oui. Je pense que c'était des années. Ça se peut-tu? Je regardais la chronologie, c'est des années de pandémie, tu plongeais moins, t'avais du temps libre. Tu t'es inscrit à Big Brother saison 2. Tu t'es rendu loin? Ouais. Mais pour vrai, on s'inscrit pas. Je me suis fait inviter. C'est vraiment. Je savais. Comme des DM de Cole Caulfield, ça vient à toi. Ouais. Ben, on peut pas. Je pense pas qu'on peut postuler. Mais en tout cas, moi, ça c'est arrivé dans ma cour, là, mais tu sais, je pense que je suis pas arrivée au début du cast. Là. Il y a dû avoir beaucoup d'annulations, puis à un moment donné, sont tombées sur moi. Parce que j'ai reçu l'invitation à l'automne, me semble. Là, puis c'était pour. Tu sais, on est rentré dans la maison le 6 janvier. Là. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a dû avoir quelqu'un qui a annulé. Puis j'avais plongé de la Montgolfière pas longtemps avant. Fait qu'il y avait eu un peu d'actualité médiatique à mon sujet. Mais. C'est cool, tu sais. J'en reviens pas qu'on parle de Montgolfière à chaque Ouais, c'est écœurant, salutations à Renaud, Renaud. c'est mon ami! Ah! Je suis dans le documentaire dont vous parliez, que j'ai écouté ce podcast. Celui qu'on donnait beaucoup de crédibilité. puis Moi, de- je pense qu'on n'aura pas le choix de faire un épisode dans une Ah, ça Montgolfière. serait- c'est un de mes rêves, aller dans une Montgolfière, pour T'as jamais vrai. fait de tour? Jamais. C'est vraiment hot. Tu sais, c'est vraiment paisible, là, parce que tu es le vent. Tu sens pas de vent Ah, quand mais t'es dans Montgolfière. je sais pas à quel point j'aurais peur. Moi, j'ai failli mourir en parapente en France. Fait que tout ce qui est dans les airs, je sauterais jamais en parachute, mais j'aimerais tester parce qu'on est quand même assis sur quelque chose. On a l'impression d'être solide. J'aimerais Ouais. ça. Ah, il faut, Montgolfière. pour vrai. Ça s'appellera Renaud, je suis sûr qu'il va- Ben oui, il va t'arranger ça. mais Big Brother, t'avais plongé une Montgolfière, ils t'ont appelé, tu rentres avec Big Brother. C'est-tu cool, Big Brother? C'était-tu le fun? C'était-tu que tu t'attendais? Moi, j'ai adoré. Ben, en fait, au début, moi, je voulais pas y aller. Tu sais, ça marchait pas dans mon timing. J'étais en pleine séparation en plus. Puis, tu sais, j'avais arrêté les compés parce que j'étais tannée de m'en aller. Je m'ennuyais de mes enfants. Tu sais, fait que j'ai dit non au début. Puis, en fait, par après, j'ai fini par dire oui, surtout parce que mon réflexe premier était de dire non. Tu sais, puis là, ça va à l'encontre de tout ce que je prône. Là, tu sais, même dans mes conférences, je le dis, il faut sortir de notre zone de confort. Puis c'est comme ça que j'essaie de vivre ma vie. Puis là, j'y allais comme quelqu'un qui voulait pas prendre de risques parce que c'était épeurant, là, vivre ça. Mais moi, j'ai capoté. Tu sais, comme au-delà du show télé, t'es comme dans un laboratoire scientifique humain, là, puis graduellement, on perd la santé mentale là-dedans. Là, tu vois tout le temps juste les mêmes visages, tu parles au même monde, t'as pas de contact avec la réalité, t'as très peu de contact avec l'extérieur, tu sais, fait que... Puis t'as le temps de changer. Tu sais, moi, je l'ai écouté ta saison. Au début, on est comme, ah, t'offres pas, tu sais, trop gentil pour ça. Puis à un moment donné, on voit que t'es un mastermind, puis t'as préparé 2-3 coups d'avance. Puis on est comme, OK, shit, elle est fucked up, là. Tu sais, On voit pas tu tout. t'es mis à manipuler du monde. Puis au début, on se dit, ben ouais, non, elle sera pas capable, mais tu rentres dans le jeu, là. Ah oui, ben c'est qu'à un moment donné, c'est ça ta vie. Fait que quand tu sens là, que t'es sur le bord de te faire sortir de la maison, t'as ton instinct de survie qui embarque, là, tu vas mourir, tu sais, comme t'existes plus en dehors de la game, là, ça devient que C'est ça prend juste ça. tellement... Ouais. Fait que, non, c'est vraiment le fun, mais aussi, tu sais, quelqu'un qui l'écoute, là, nous autres, on vit là 24 heures sur 24, là, puis tu vois au début 16, 18 personnes pendant 22 minutes par jour, là, fait que c'est sûr que tu vois pas tout ce qui se passe. Puis, tu sais, les producteurs, il faut qu'ils fassent un bon show. D'ailleurs, ils font un très bon show, moi, je trouve. Mais, tu sais, à quelque part, ils n'ont pas le choix d'y aller avec certains traits de personnalité. Fait que, tu sais, on est comme un peu tous des personnages, tu sais. Puis moi, c'est vrai que je suis gentille à la base dans la vie, fait que j'étais la gentille, tu sais. Mais il y avait d'autres choses. Mais plus tard, on a pu voir d'autres choses. Mais c'est sûr qu'ils nous catégorisent un petit peu pour que ça donne un bon show aussi, là. Laquelle des célébrités avec qui tu étais que tu as vu qui a le plus changé, qu'on va dire en début de parcours, était de telle manière, puis en cours de route, tu as vu son masque tomber, puis là, tu as vu la vraie personne? Crime, dans nous, on dirait que quand on écoute les émissions, on voit cette transition-là, mais c'est comme nos enfants, mettons, tu sais, je veux dire, là, Flavie est rendue super grande, puis c'est un bébé, mais j'ai vu toutes les étapes, fait que j'ai pas l'impression qu'elle a grandi, tu sais, fait que je veux dire, nous, on voit tous les détails, fait que c'est toute logique, là, tu sais, on est au courant de tout, on se dit tellement tout, là, on a le temps de se parler, on se dit les vraies affaires. Moi, je me suis rappelé des souvenirs d'enfance que j'avais oubliés, tu sais, le cerveau fonctionne différemment, là. Mais donc, j'ai pas l'impression qu'il y a des gens qui m'ont surpris. Mais par contre, dans d'autres années, en ayant juste la position de spectateur, là, je trouve qu'il y a des gens qui se sont révélés. Là, c'était vraiment cool quand même de voir des grosses surprises arriver. Là. C'est-tu payant, Big Brother? Parce que ceux qui nous suivent savent qu'on a mangé avec quelqu'un qui a fait une autre télésérie, une autre télé-réalité dans les derniers jours.
Puis on a demandé si c'était payant off the record. C'est à peine quelques dollars. Là. C'est quelques centaines de dollars à peine par semaine. Nous autres, Pour un c'est autre. très payant. Vous autres, c'était plus que ça? C'est très payant parce que le salaire UDA, à la base, il est quand même pas si pire, tes salaires UDA, mais c'est que tu fais énormément d'heures, puis tu fais de l'overtime, tu sais, dans le fond. Parce que quand t'es là, t'es payé comme Exact. un employé, comme un membre UDA. Là. Tu as vraiment un contrat UDA. Oh, Fait ouais. aussi, il y a plein de monde qui sont devenus UDA grâce à Big Brother, Kim Clavel, entre autres. Tu sais, il y en a plein, là, le monde qui arrive du milieu sportif, c'est pas tout le monde qui était UDA avant. Moi, j'avais déjà fait la split. Ah, c'est un autre affaire. Moi, je À la guerre des clans avec Ouais, il était malade une journée, Luc. Non, c'est ça. J'étais sa backup. Mais je me suis fait pogner une fesse par Benoît Brière en faisant la split pour Le Cœur à ses raisons, dans les années que Le Cœur à ses raisons était dans Le Grand Blond avec un show sournois. T'as-tu Fait que ça a Marc été mon Labrèche, premier toute crédit cette UDA. gang-là? C'était drôle, ça. Oui, oui. Ah ouais, t'as fait la split là-dedans? J'ai fait la split là-dedans, comme si on faisait du patinage artistique, puis on a juste vu mes jambes, mais c'était comme supposé avec les jambes de Anne Dorval. Puis là, fait que la première fois que j'ai rencontré Benoît Brière, il me pognait une fesse. Puis j'y ai rappelé ça quand que j'étais allée à Bonsoir, Bonsoir. On était tous les deux invités. Puis j'y ai dit, on s'est déjà rencontrés. Vous m'avez déjà mis la main sur la fesse. Il était super gêné. Dernière question pour ma part. Ouais, ben je m'en reste 7, ça sera pas long. Puis je reviens un peu à ce que je t'ai demandé comme question tantôt. Qu'est-ce que tu dirais, on va dire, probablement, vu que notre audience c'est un peu plus des hommes on va dire de 25, 35, 45, c'est quoi le conseil que tu as donné à un père de famille ou on va dire à une mère de famille qui voit son enfant vouloir arrêter de faire du sport? C'est quoi que tu as conseillé aux gens pour les encourager à continuer à en faire? Oui. Mais on dirait que je dirais d'avoir une bonne discussion, de connaître les motifs. Tu sais, comme moi, Élie, il a arrêté le hockey, puis c'était la bonne décision, finalement. Tu sais. Mais c'est sûr qu'au début, je me disais, crime, je suis pas sûre, je veux qu'il continue à bouger, mais finalement, il bouge quand même autrement. Mais tu sais, de comprendre quelles sont les raisons, parce que c'est important que le jeune y en fasse pour lui du sport, pas pour son parent. Mais à la limite, s'il veut quitter le sport pour de la pression de performance ou quoi que ce soit, de continuer à bouger, c'est important. Fait que de trouver un plan de rechange, là, mettons, pour continuer à bouger, puis peut-être en profiter pour bouger ensemble au lieu d'envoyer l'enfant au sport tout seul, là, tu sais. C'est de s'assurer que le jeune, il continue pas de faire du sport pour papa, maman, mettons. Ça, c'est une des raisons, là. Oui. Il y en a beaucoup, en tout cas. Pour pas décevoir. Oh, exact. Il y en a énormément qui veulent pas lâcher. C'est la même chose. Des fois, il y a des jeunes qui ont plus le goût de faire le sport de façon compétitive, qui aimeraient ça aller en récréatif. Tu sais, juste jouer avec des chums. Mais mon conseil, tu me l'as pas demandé, mais je m'en crie, je te le donne. C'est de pas forcer quelqu'un d'aller en compétitif. Si lui, il veut juste être récréatif, c'est correct d'être récréatif. Tu vas jouer une fois semaine, peut-être t'entraîner une fois au lieu de t'entraîner 3 fois. Tu vas avec des chums, tu vas t'amuser, tu vas bouger, tu vas continuer d'être actif, puis t'as pas besoin nécessairement de la compétition. Ma dernière question, il y a sûrement une affaire où ça a été moins glorieux, soit en cirque, soit en plongée. C'est quoi, mettons, ton moment que tu dis, je raconterai jamais ça à personne, mais là, t'es avec nous autres, puis tu vas nous le raconter, mettons, ouais. Mais j'en ai une couple, mais je vais y aller pour le plus pire, mettons, là, ouais. Tu sais, bon, premièrement, il y a des infos à vous donner à propos de mon sport, là. On atteint une vitesse d'environ 80 km/h. Oh, fait qu'on va vite, là, puis nous autres, on rentre dans l'eau par les pieds, puis on est juste en maillot de bain. Fait que après avoir fait plein de là. pirouettes. T'sais. Fait que là, déjà, là, des lavements involontaires, on en subit beaucoup. Tu sais, comme pour T'es vrai. sérieuse? Ah oui. C'est comme, l'eau, elle arrive vite dans ta barouette. Là. Fait que ça, mais ça m'arrive pas souvent parce que je te dis, tu prends ta leçon. Tu n'as pas le goût que ça te réarrive. Mais à un moment donné, en compé, en plus, je venais de faire vraiment un beau plongeon. Premier podium à vie, OK. J'avais fait une première compé que avec la nervosité puis tout ça, je me suis plantée, j'étais arrivée dernière. Puis la deuxième compé, j'ai fait une super bonne compé, tu sais, j'avais plus confiance en moi. Puis à l'époque, j'étais plongeuse invitée, là, les wild cards sur le circuit. Puis c'était la première fois de toute l'histoire du Red Bull Cliff Diving qu'une plongeuse invitée était sur le podium. T'sais, fait qu'après mon dernier plongeon, je me ramasse deuxième. Je capotais, j'étais vraiment, vraiment contente. Puis là, je sors de l'eau, puis tu sais, il y a des caméras vraiment partout, là, parce que c'est un sport qui est diffusé partout. Il y a la chaîne YouTube, il y a tous les réseaux sociaux, puis il y a les émissions. Puis tu sais, la caméra était vraiment de même, mettons. Moi, j'étais debout, puis la caméra était comme à terre dans cet angle-là. Puis là, je sors, puis je célèbre. Puis là, tout à coup, comme, je me sens bizarre. Je fais, voyons, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, je vois que mon tampon
Il était dans mon maillot. Mais Non, il est comme... de côté, en haut, comme un petit pénis. Là, j'étais vraiment gênée. J'étais allée vite me cacher. Je sais pas si le monde a eu le temps de le voir, mais moi, ça m'a marqué quand même. Fait que finalement, la leçon, c'est qu'il faut pas porter de tampon quand tu fais du plongeon de haut vol. Là. Fait que si jamais Fait que ça, c'est t'arrive- l'autre conseil que tu pourrais donner à quelqu'un. Au Si jamais père de j'en fais, famille. ouais, Mais ouais, fait que finalement, on se time, là, tu sais, comme, puis la plupart des filles prennent la pilule en continu pour pas avoir de règles là, pendant la compétition parce que tu peux pas porter un tampon en vol. ouais. Ouais, Ouais, c'est spécial. Hein. ouais. Fait que c'est gênant, quand même. Moi, j'avais C'est arrivé. plein d'autres questions, mais après ça, non, c'est pas vrai. J'ai une dernière question, puis je me réessaye, OK? Je reviens, là. On finit là-dessus. Ça m'intéresse. Quelqu'un qui va à Big Brother, Oui. à la fin de la semaine, il fait combien? Ben, j'ai pas le droit de dire le montant exact, mais ça donne bien parce que pour vrai, je m'en souviens pas. Moi, j'ai Ok. pas de bonne mémoire. 3 chiffres, Puis- 4 chiffres par semaine, mettons? 5 chiffres? Non, pas C'est 5. ça qu'ils font 1000 par semaine. Ouais, je pense que c'est du début de 4 chiffres. Là. Oh, mais c'est sorti, là. Si tu fais des recherches, Ouais. ils disent, ouais, c'est Ben, ça a été sorti. critiqué beaucoup aussi. Puis ça, j'ai une chose à dire, c'est qu'on le négocie pas. On arrive, on se fait dire c'est ça le salaire. Puis c'est le même pour tout le monde. Même s'ils vont chercher une méga grosse vedette, tout le monde Ah a ouais, le même peu cachet. importe Ah c'est non, qui mais le moi, nom dans la compétition? Moi, je suis pas mal certain que c'est le salaire UDA. Moi, j'étais salaire minimum UDA quand je Ouais. faisais les nouvelles que personne n'écoutait. Là. Le matin, AV. Puis je pense que mon salaire, c'était comme 590 Par jour? Par épisode, ouais. Même Fait que, par jour, on mettons- est rendu à 800, je pense, Fait qu'on UDA. est Mais dans là, 3-4 000 Ouais. par semaine, Ouais, ouais. facile, Ouais, 5 000. ouais. Moi, je te dis, moi, j'étais Hey, c'est de l'argent pareil pire pour aller à Big animateur. Brother. Tu sais, je veux dire, mais en même temps, tu donnes ton temps, tu donnes ta semaine au complet, là, tu donnes ton mois, Puis c'est whatever. le risque que tu prends. Parce que, en fait, moi, je trouve que c'est ça qui a une valeur, mais c'est quand même vraiment bien payé. Là. Surtout ouais. que finalement, tu te pètes un time. Tu sais, t'es payé pour aller avoir du fun avec tes amis, mais tu prends un risque parce que toi, t'as pas ton mot à dire. Tu sais, même, tu sais, des fois, des émissions, là, tu dis quelque chose, si c'était pas en direct, tu dis quelque chose. Je pourrais revenir puis vous dire, finalement, le bout du tampon. Mais tu sais, Ouais. on va pas faire ça, là. Mais tu sais, je veux dire, d'habitude, t'as un petit peu quand même un droit de parole, Ouais. mais ça, t'es pas au courant de rien. Puis quand tu sors, tu vois tout ce que tout le monde a vu, mais tu te le fais imposer. Tu sais, nous autres, Guylaine, quand elle est sortie, là, c'était pas drôle, là. Le monde l'aimait pas. Puis nous autres, dans la maison, on l'aimait. Mais la façon qu'on a vu le personnage, il y a des gens qui l'aimaient pas, là. Tu sais, mais après, elle s'est super bien défendue, puis elle a vraiment... Guylaine Gagnon? Ouais. Non, ben non. Non, Guylaine, Non, non. Gay. Ah, OK. OK. C'était les deux, G. Mais exemple, là, mais c'est pas tout le monde qui sont contents après. Fait que, tu sais, il y a un risque, là. Puis t'es payé juste les semaines que t'es là. Si t'es sorti à la semaine 3, t'es pas payé toutes les autres semaines. Ça Fait que tu aussi, bloques ça a ton une automne, valeur. mettons, ou ton printemps au complet. Ouais. Mais si tu sors après 3 semaines, t'as juste... C'est ça, tu sais, comme les humoristes, là, il y en a beaucoup qui arrêtent leur tournée, là, tu sais. Puis c'est beaucoup de logistique avant aussi parce que personne ne peut savoir que tu y vas. Fait qu'imagine, tu sais, t'as vendu des shows, là, tu dois dire, finalement, Oh, je pourrais ouais. pas être là, je pourrais peut-être pas être là, tu sais. Fait qu'il y a tout un travail. Puis les boîtes de gérance, puis tout ça, travaillent fort pendant, là. Là, c'est là où ils travaillent le plus, là, parce que les autres, ils reçoivent des offres parce que là, t'es visible, mais ils savent pas si tu vas être disponible. Puis Quand, etc. Fait que, Hey, c'est intéressant. ben, c'est Pour bien vrai, payé. S'il y a un autre Big Brother, Jean, allez-y. faut rentrer, man. Ben, il y en a un On va autre. jamais appeler. C'est vrai. Faut checker nos DM, c'est ça? On regarde. 0% de chance. On n'est pas dans le clic, Max. Ouais, On mais sera non, mais Lisanne non plus, elle était pas nécessairement, puis c'est déjà... Check, on est beau, Je te on dis, est... comment ça se passe? Il y a plus de chances que les gars de Lucide Podcast à faire Big Brother que nous autres. Là. Ça arrivera pas. Écoute, merci Lisanne d'être venue. Ouais, merci. C'est vraiment nice, c'était cool, ça donnait une autre perspective. C'était le même cachet qu'une semaine à Big Bro. finalement. Exactement. Ouais, c'est ça. Ça va être la Envoie ta semaine- facture à Serge, notre producteur, le chèque est normal. Moi, je vais y aller avec la semaine à OD. Abonnez-vous aux réseaux sociaux de Lisanne Richard. T'es partout. T'es Facebook, Instagram, TikTok, etc. En même temps, 9 millions, on est partout avec la gang, Serge, Jean, etc. Patreon, Stanley 25. C'est pas mal ça. Je pense qu'on a fait le tour. Splush. OK, splush. Louche. Bye.